ce matin. Charlie Kenye, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, c'est Lengos. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être sur ce plateau. Je salue ce riche panel, particulièrement le grand frère, le président Bandakani, que je retrouve à nouveau. C'est un honneur pour moi, je dirais même c'est un privilège. Et j'espère, comme à l'accoutumée, apporter ma pierre d'édifice à la construction et l'émancipation des masses qui nous suivent par milliers ou par millions. Merci, c'est moi qui vous remercie. Très heureux de vous avoir ce matin. Docteur Yamtiba, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos, et merci de m'avoir invité une fois de plus. Heureux également de vous avoir ce matin. Albert Alatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Steve Ngos, je salue mes co-consultants, je salue, n'est-ce pas, toute l'équipe de production de la matinale d'IBS. Je salue le Cameroun, je salue l'Afrique, je salue le monde, je salue tous ceux-là qui nous regardent dans les divers espaces, n'est-ce pas, de communication. Je salue particulièrement, n'est-ce pas, tous nos frères du côté des Antilles, tous ceux-là qui nous regardent en Australie, parce qu'il y en a qui nous regardent de ce côté-là et qui de temps en temps m'envoient des messages, n'est-ce pas, de soutien. Et ça veut dire que justement, DBS a été regardé désormais. Mon coup de gueule ce matin, naturellement, eh bien, le chant s'est terminé, mais sauf que nous sommes rentrés à nos bonnes vieilles habitudes, savoir que, eh bien, on a, avant la compétition, on a, n'est-ce pas, déguerpi les occupants, disons ça comme ça, illégaux, qui obstruaient, n'est-ce pas, les voies d'accès à ces infrastructures sportives. Le chant terminé, eh bien, c'est redevenu comme apparemment c'est de manière très normale, entre guillemets. Alors, je pense qu'il faut éviter de se retrouver dans le casting de la visite de Jacques Chirac il y a quelques années au Cameroun. C'est-à-dire qu'avant sa visite, on a arrêté tous les malades mentaux de la ville et du Cameroun. On les a confinés quelque part. Aussitôt reparti notre hôte, on a revu, n'est-ce pas, les malades mentaux se balader dans nos différentes agglomérations. Donc je pense qu'il faut que les autorités, notamment dans le contexte de la décentralisation, inscrivent les actions dans la durée. Merci beaucoup Albert Anatola ici. Président Badakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Jocelyn Gross. Bonjour spécial à mes copanélistes, et en particulier mon ami Kenny que je retrouve il y a longtemps. Je voudrais lui signifier que le privilège est réciproque. Le privilège est réciproque. J'apprends toujours de ceux qui débattent avec moi. Toujours. Donc je voudrais saluer Anatole ici, le propriétaire de tous les dossiers, et mon ami le docteur Yam, que je considère comme un des meilleurs philosophes de sa génération. Donc je suis très content d'être là ce matin. Je salue tous les techniciens de DBS, grâce à qui on peut faire ce genre de plateau, et en particulier le DG, et toi-même, Jocelyn. Toi qui es notre illustre modérateur. Merci. Vous savez qu'un plateau vaut par son modérateur. Donc nous sommes dans une dépendance extrême à ton égard. Nous on dépend de toi. Hein. Donc quand Et moi je dépends de vous. Hein. Ah bon, c'est pas tout le monde. Non, c'est pas un coup de gueule. Je voudrais rendre hommage au président patriarche du Cameroun. J'ai écouté le discours à la jeunesse. Il était très profond. Malheureusement, l'antibiaïsme primaire, hystérique et épidémique en vogue dans notre pays fera, n'est-ce pas, que les jeunes passent à côté de la profondeur d'un tel discours. C'est un de ses meilleurs discours depuis qu'il est au pouvoir. En tout cas, moi j'ai compris ce que les non-dits, comme d'habitude, et je voudrais une fois de plus réaffirmer notre soutien au président patriarche du Cameroun, le président Biya. Bon, évidemment, vous savez, quand je fais ça, ça me coûte toujours cher. Non, ben vous savez, hein. Mais nous sommes au-dessus de tout ça. Voilà, vous avez tout compris. Nous on montre le chemin. On ne suit pas les humeurs des gens, on montre le chemin et les faits nous donnent toujours raison. Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Hein. Bon, je vais dire bienvenue à tous parce qu'il n'y a pas de femmes sur ce plateau. Mesdames, messieurs, vous l'avez bien compris, voici le débat. Messieurs, bienvenue à toutes et à tous à ce débat avec un sujet pas comme les autres, un sujet très vaste d'ailleurs ce matin encore au CRS et la France. Qu'est-ce que Félix Houphouët-Boigny a concédé à la France dans le Sahel? Afrique noire, les dirigeants des divers États n'ont pas adopté la même attitude vis-à-vis de l'OCRS. 4 États ayant appartenu aux anciens groupes de territoire de l'AOF et de l'AEF sont intéressés par l'activité de l'Organisation commune des régions sahariennes, en abrégé OCRS. La Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad. Leurs dirigeants n'ont pas adopté la même attitude. Tandis qu'à Nouakchott, Mokhtar Ould Dada reste sur une prudente expectative. À Bamako, M. Modibo Keïta avait
fait connaître son opposition, enfin à Niamey et à Fort-Lamy. Messieurs Amani Diori et Tombalbaye avaient opté pour une politique de coopération. Les décrets pris en juin 1960 pour adapter les structures de l'organisation commune des régions sahariennes en abrégé OCRS à l'évolution politique de la communauté n'ont pas modifié l'attitude des gouvernements d'Afrique noire riverains du désert. Cette initiative a, au contraire, cristallisé les diverses positions. Les dirigeants mauritaniens observaient déjà à l'égard de l'OCRS une réserve certaine. Cependant, aucun d'entre eux n'avait officiellement exprimé son point de vue sur cette question. Les débats de l'Assemblée mauritanienne n'ont jamais donné lieu à la moindre controverse à ce sujet. Cependant, la République islamique de Mauritanie n'avait pas donné adhésion à l'OCRS et a toujours refusé d'accueillir un représentant de cet organisme dans sa capitale depuis 1960. La discussion de Mokhtar Ould Daddah sur cette question n'était pas sans rappeler celle qu'il observait vis-à-vis des expériences nucléaires françaises. Bien, c'était au Sahara. Elle s'expliquait justement à la fois par le souci de ne pas gêner le gouvernement français qui avait accéléré le processus d'accession à l'indépendance du pays et par la volonté de ne pas compromettre l'avenir. Comme l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, la Mauritanie avait un rôle à jouer dans la mise en valeur du Sahara. Comme les 3 pays du Maghreb, elle en contrôle une des voies d'accès. Mokhtar Ould Daddah, à cette époque, estimait en substance que pour devenir réellement viable, l'OCRS devait devenir une organisation strictement économique, dénuée de tout caractère politique. Il considérait qu'une solution d'ensemble doit être mise au point, un accord entre les États du Nord et du Sud du Sahara. Il était nécessaire pour lui, à son sens en tout cas, que tous les États riverains participent à l'OCRS et en acceptent l'existence. Ceci impliquait donc la solution préalable au conflit algérien. On va également parler du refus du Mali. Les pourparlers engagés, il faut le dire, par M. Faure, délégué général adjoint de l'OCRS, n'avaient pas convaincu les leaders soudanais de donner leur adhésion à l'OCRS. L'évolution suivie à Bamako, depuis l'éclatement de la Fédération du Mali, a incité plus que jamais Modibo Keïta à renoncer à toute aliénation de souveraineté. Les dirigeants de l'Union soudanaise, parti unique qui contrôlait toute la vie politique de la République du Mali, estimaient que l'OCRS portait le sceau de M. Soustel, qui fut un de ses promoteurs. Dans leur esprit, la coopération technique proposée ne constituait qu'un prétexte. Il s'agissait en tout cas, en réalité, d'usurper les droits sahariens des États limitrophes, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. Partisan déterminé d'une certaine forme de socialisme africain, M. Keïta et ses amis considéraient que l'OCRS fonctionnait pour le seul profit des intérêts capitalistes français et que sa conception relevait d'un néocolonialisme éclairé. À long terme donc, le dessein politique final était, selon eux, la constitution d'un État saharien français groupant les anciens territoires du Sud, c'est-à-dire d'Algérie, les républiques du Mali, du Niger et du Tchad. Il était vrai que la politique de certains milieux militaires français vis-à-vis du Cadi de Tombouctou, par exemple, a pu autrefois contribuer à accréditer cette thèse. On parle également du Niger et du Tchad qui ont fait une coopération totale et entière. À Niamey et à Fort-Lamy, en revanche, les responsables locaux avaient choisi la voie de la coopération avec l'OCRS. M. Diori et Tombalbaye avaient accepté les propositions d'un organisme grâce auquel ils espéraient pouvoir accéder à la mise en valeur de leur pays. Au Niger, la zone d'intervention de l'OCRS était particulièrement vaste puisqu'elle s'étend à plus des 4/5 du pays. Eh bien, messieurs, en 1960, une tranche de travaux de 160 millions de nouveaux francs, à cette époque d'investissement, avait permis un premier équipement des zones sahariennes du Niger et du Tchad. L'effort portait principalement sur l'hydraulique, les travaux publics, l'élevage, l'exploitation minière. Dans ce dernier domaine, eh bien, le Niger avait bénéficié d'une sollicitude particulière. Il est vrai que les possibilités pétrolières paraissaient avoir été mises en évidence dans la région d'Agadez. D'autre part, on connaît des gîtes de cassitérite dans l'Aïr, des gisements d'uranium dans la région de Taroua. Mais quelqu'un d'autre avait pris l'initiative d'accepter entièrement et totalement
tous les accords de l'OCRS. Celui-là était tout simplement le président ivoirien de cette époque. Il s'appelait Félix Houphouët-Boigny. Pourquoi avait-il accepté cela? Eh bien, au cours de ce débat, on va justement en débattre. On va également dire haut et fort qu'il n'était justement pas le seul parmi toutes les personnes que je viens de citer. Président Bandakani, je commencerai par vous pour prendre votre réaction ce matin. Monsieur Ngos, votre sujet de ce matin nous plonge aux origines de ce qu'on appelle France-Afrique, ou bien aux origines de l'Empire français. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, la France est un empire. Justement. C'est le dernier empire colonial en plein XXIe siècle et qui ne cache pas. Donc c'est vraiment un empire colonial. Et la question de l'OCRS nous plonge, n'est-ce pas, aux origines et dans la matrice fondamentale de cet empire. En fait, c'est quoi l'OCRS? C'est que dès les années, je crois, 56, des études sont lancées, des études géologiques. Et ces études aboutissent au fait que, vous savez qu'en 56, on a moins 4 ans de dynamique d'indépendance. Et l'un des pays, justement, sera le Cameroun qui sera le 1er janvier. De dynamique officielle d'indépendance. Disons-le comme ça. Donc, on découvre d'immenses richesses dans le Sahara, dans toute la grande boucle du Niger. On découvre beaucoup de richesses. Et la France a un projet terrible à l'époque. La France décide que elle va créer l'État du Sahara. Parce que l'OCRS, c'est l'État du Sahara qu'on veut créer en fait. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, l'État du Sahara, avec pour clou de cet État, base de l'État, la nationalisation de toutes les ressources du Sahel. Cette bande du Sahel que vous voyez, qui s'est passée sur la carte. On aura justement la carte en face de nous, avec la complicité de la réalisation. Ça traverse tout le Sahel. Donc, la France dit que cet État va être créé sur la base de la nationalisation, c'est-à-dire la France devient de facto propriétaire de ces ressources-là. Il faut bien comprendre. Parce que là, il n'exploite plus. Ça devient des ressources de la France directement. C'est ça le projet. En fait, la France veut répéter ce qu'a fait Léopold II pour le Congo. C'est-à-dire que le Congo appartenait à Léopold II. C'était une propriété personnelle. Il décide de rendre ça indépendant. Donc vous allez voir, dès ces années-là, le Congo s'appelle l'Association internationale du Congo. Territoire indépendant. Mais ce n'est pas indépendant que les Congolais soient indépendants, non. Indépendant parce que Léopold II veut faire reconnaître par la communauté internationale de l'époque, entre guillemets, que ça m'appartient, reconnaissez ça. Donc c'est le même processus que la France veut faire avec l'OCRS, c'est-à-dire que s'approprier toutes ces richesses et déclarer cet État un État autonome dans l'Empire. Dans l'Empire. C'est ça le projet qu'il y a derrière. Bon, elle a appelé ça mise en valeur de ces régions-là, comme d'habitude. Oui. Avec en retour une garantie en termes d'investissement. C'est-à-dire qu'on va beaucoup investir dans ces zones-là. C'était ça le projet. Mais malheureusement, l'indépendance de l'Algérie, n'est-ce pas, va casser un peu ça. Et la France va être obligée de se contenter de nouer des accords de défense à la place de la création de cet État. Alors vous demandez quel rôle a joué Houphouët-Boigny, mais c'est lui le père de cette affaire. C'est le père de cette affaire. Vous ne comprenez pas ça si vous ne regardez pas bien aujourd'hui ce qui se passe avec l'ECO. L'ECO est la continuation de cette affaire. Actuellement, à l'ECO, là, quels sont les États qui sont dans cette affaire? C'est 8 pays, non? Oui. 8 États. Bon, revenez, vous allez voir les 8 pays qui, au départ, devaient constituer l'OCRS. Ce sont ces 8 pays-là qui sont dans l'ECO d'office. Et la mission d'Houphouët-Boigny, c'était d'être le gouverneur en chef de tous ces pays-là. Même s'il est président de la Côte d'Ivoire, mais dans les faits, il est le patron de ces 8 pays. Pour s'assurer que ces pays-là sont dans le giron exclusif, n'est-ce pas, de la France, tel que défini dans le pacte qui devait aboutir à la création d'un seul État du Sahara. Alors après, vous avez beaucoup d'enjeux. Les enjeux du nucléaire français, ça va entrer après. Vous allez voir pourquoi Amadou Dioré va être renversé, je crois en 1974. On va le renverser parce que Amadou Dioré, à un moment donné, va vouloir s'émanciper de la tutelle française. Il vient au pouvoir par la France, c'est clair. C'est un pion français, il vient au pouvoir, mais à un moment donné, il va vouloir s'émanciper. Mais à l'époque, De Gaulle ne peut pas digérer un truc comme ça. Parce qu'à l'époque, De Gaulle est devant un problème.
devant les appétits voraces des Américains, De Gaulle veut garantir une certaine indépendance à la France, dans le cadre de la géopolitique des banquiers internationaux. Alors, De Gaulle décide donc, et à l'époque, il y a une crise du pétrole, le choc pétrolier. La France dépendait à près de 80% du pétrole. Donc, si la France n'avait pas accès directement à l'énergie nucléaire, la France allait disparaître. Donc, De Gaulle décide donc de s'appuyer sur le Sahara pour garantir à la France l'indépendance énergétique par le biais du nucléaire. Alors, Manu Diori, à un moment donné, voulu s'opposer à ça. C'est pour ça qu'on le renverse. Donc, va naître toutes ces choses-là qui vont suivre par la suite, jusqu'à la situation que nous vivons aujourd'hui, où vous voyez, n'est-ce pas, la question du Sahel, toute cette bande-là, est liée encore, n'est-ce pas, à la question des richesses qu'il y a dans ce sous-sol, que la France n'attend pas céder à quiconque que ce soit. Pour la France, c'est une affaire de vie ou de mort. Il faut que les gens comprennent ça. Même si la France invite l'Allemagne, invite d'autres pays, il s'agit là du corps profond de son empire. Ces richesses-là, qui sont dans le Sahel, ne sont aucunement négociables. Il faut le répéter, hein, c'est une affaire de vie ou de mort. Déjà à l'époque, l'organisation commune du Sahara devait disposer d'un ministre. Vous allez comprendre pourquoi très tôt M. Houphouët-Boigny est ministre en France. Il faut vous demander pourquoi. Il était quoi? Pourquoi subitement Houphouët-Boigny est ministre en France? C'est vrai qu'au début de sa carrière politique, il était un progressiste, c'était un syndicaliste, il était avec Oum Yobert. Et les deux étaient très liés. Mais à un moment donné, il va se détacher. Justement, quand la France commence à faire ses manœuvres ici, on va le poser à Oum Yobert, on va l'amener, n'est-ce pas, il va avoir la scission historique dans le Rassemblement démocratique africain, que tout le monde connaît. Il y a cette scission-là. Oum Yobert, Houphouët-Boigny va trahir, il faut le dire, va trahir les indépendantistes africains en général, et UPC en particulier, pour se rallier au groupe des Mitterrand et consorts. Parce que justement, il y avait ce projet qui était en train d'être, qui était en gestation. Oui. Donc, c'est comme ça que M. Houphouët devient ministre en France. Il est ministre, c'est pas le fait du hasard. Parce qu'à l'époque, il était question de créer donc un ministre et de lui adjoindre un commandement militaire, spécialement lié à cette région, à cette question du Sahara. Vous allez comprendre pourquoi. À défaut d'avoir créé cet État-là, Houphouët-Boigny est ministre. Il avait Senghor, les deux pôles en Afrique de l'Ouest, il avait Senghor. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire à l'époque. Le Sénégal a plutôt un rôle d'impérialisme moral, pour faire le cinéma, capital politique. Mais Houphouët, c'est lui qui va continuer ce projet du Sahara, déguisé sous le nom de la France-Afrique de la coopération, tout ce que vous voulez, des États de l'UMOA, des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO. Non, pas la CEDEAO, l'UMOA. Oui. Pas la CEDEAO, vous allez inclure le Nigeria, c'est compliqué. On en parlerait l'autre jour. Pourquoi le Nigeria est à feu et à sang? Pourquoi la France fait tout pour embêter le Nigeria? Donc, l'UMOA. N'est-ce pas, l'UMOA continue avec la Banque centrale. La Banque centrale et ce qu'on appelle là, cette Banque de développement. Mais aussi, il y a une organisation politique là, comment on appelle ça? Qui fait semblant de régler les problèmes de l'IMG là. Bref, ça continue ce projet. Donc, Houphouët-Boigny est le maître de ce projet. Il doit veiller à ce que dans la sous-région-là, n'émerge aucun leader politique qui peut remettre en cause ce projet. Vous allez comprendre pourquoi les Modibo Keïta sont liquidés. Pourquoi plus tard Sankara est liquidé. Vous allez voir que dans tout ça, Houphouët-Boigny joue un très grand rôle. Vous allez comprendre pourquoi Houphouët-Boigny est impliqué à fond dans la guerre de Biafra. Pourquoi est-ce qu'il traverse le long là-bas et va au Biafra? Vous ne comprenez pas ça si vous n'avez pas ce projet-là derrière. Parce que c'est vital pour la France. Aujourd'hui, tout l'enjeu de la France se joue là, dans cette affaire du Sahel. C'est pour ça que vous avez le feu dans le Sahel, qui est organisé, protégé, parrainé et mis par la France, qui brûle le Sahel, parce que justement, c'est une affaire de vie ou de mort. Vous imaginez actuellement si la France, par exemple, perd le nucléaire, l'uranium du Niger, mais toute la France est dans l'obscurité. Je ne sais pas si vous imaginez ça. C'est-à-dire que l'État politique, l'État français saute. C'est-à-dire que si les Nigériens décide par exemple, de faire un blocus en matière de fourniture d'uranium à la France pour une semaine, mais ce pays disparaît. Parce qu'il y aura mais ils n'auront plus de chauffage. Ils n'auront plus de chauffage. Je vais vous dire comment c'est vital, non seulement pour la survie de l'État français, de toute l'élite française. C'est une affaire de vie ou de mort qui est en Niger. Et Houphouët-Boigny devait être le garant. Était le garant politique, le représentant politique de ce projet. En retour, on lui a garanti énormément de richesses, on lui a fabriqué le mythe d'un grand planteur. Et c'est bizarrement, voilà un grand planteur, dès qu'il disparaît, ses enfants ne peuvent pas planter comme le père. Il y a un problème. Si le père est un grand planteur, les enfants sont des planteurs. Des grands planteurs, c'est comme ça en Afrique. Mais vous voyez, depuis que le grand planteur est parti, allez voir la situation de ces richesses, qui ont été arrachées par M. Ouattara et son épouse. Vous comprenez?
Donc, vous comprenez pourquoi M. Ouattara peut être burkinabé et décider qu'il peut être président en France, en Côte d'Ivoire. Ça ne dérange personne. Parce que pour la France, ce n'est pas écrit. Le Burkina, tous ces pays-là, c'est un même pays gouverné. C'est un petit, comment dire ça? C'est une petite fédération coiffée par la Côte d'Ivoire. C'est pas écrit, mais c'est comme ça. Donc, M. Ouattara, quand vous dites qu'il ne peut pas voir, il ne comprend pas ça. Ça n'a pas de sens. Et c'est pas pour rien que quand ça a commencé à être dur, quand Fouette a voulu lever la tête, comme Mamadou Diori à son temps, il a rêvé un matin qu'il pouvait faire la guerre à ses patrons en croyant qu'il va stocker le café, ça va changer les choses. On l'a laissé s'embrouiller pendant peut-être 2 ou 3 ou 4 ans. Quand la Côte d'Ivoire a commencé à manquer de devises, parce que la Castap avait été démantelée, on a dit, monsieur, tu nous amènes Ouattara ici. On va aider, mais tu vas signer un accord secret qui fait que tous les bijoux de famille de la Côte d'Ivoire nous reviennent. Et en plus de ça, M. Ouattara, tu le mets Premier ministre, il était super Premier ministre en Côte d'Ivoire, avec des fonctions stratégiques terribles que personne n'aurait même eu avec lui. D'ailleurs, paraît-il, il faut le seul Premier ministre Fouette Boigny. Le seul. Il n'y a pas eu deux, hein. Le seul. Donc on a créé la fonction pour lui, avec une promesse non dite, et c'est M. Camdessus, sur le plan économique, qui devait être le garant de tout ça, que, après, au fait, c'est lui. D'où la guerre entre lui et Bédi. De la situation actuelle de la Côte d'Ivoire. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Donc voilà le projet, voilà ce qu'on peut dire dans un premier temps concernant ce dossier. Je termine en disant que le Sahara, c'est 11 pays. À cause des divergences que vous venez de souligner, oui. Modibo Keïta, la Mauritanie et les spécificités liées au Tchad, avec Tombalbaye, voilà, c'est resté 8 pays. Et vous comprenez pourquoi plus tard, on va renverser Modibo Keïta en mettant au pouvoir un autre ancien cuisinier venant d'Indochine, Moussa Traoré. Et vous comprenez pourquoi le Mali est dans la situation d'aujourd'hui. Le Mali est puni parce qu'il a généré un enfant qu'on appelle Modibo Keïta, qui à un moment donné s'est opposé à ce projet-ci. Vous voyez comment le passé retrouve le présent. Et qu'aujourd'hui, le projet d'un Sahara français est remis à l'ordre du jour par l'État français. Voilà pourquoi dans mon analyse, je dis toujours que le problème politique de l'Afrique subsaharienne, c'est que la France veut reconstituer son ancien empire, c'est-à-dire l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française. Oui. Vous ne comprenez pas cette affaire, vous voyez que maintenant, elle a pratiquement réussi en Afrique occidentale française, je dis pratiquement, avec quelques réserves, c'est pas fini, mais vous voyez que bon, là au moins, elle a les hommes liges, personne ne blanche. Vous voyez, quand M. Ouattara va faire son anniversaire avec M. Macron pour créer le Wacron, aucun président de 8 États ne parle. Pourtant, ils n'ont pas été consultés. Il a fallu attendre que le Nigeria s'élève, que les députés français disent que mais comment tu peux parler au nom des autres présidents sans les consulter? Mais aucun président, M. Issoufou, n'a rien dit. Marc Kaboré, ils n'ont rien dit. Pourquoi? Ils ont peur. Parce qu'ils savent, c'est une langue écrite, que le vrai patron, le chef de la sous-fédération dans l'Empire, c'est le président de la Côte d'Ivoire. Donc ils pouvaient donc faire ça sans demander l'avis de personne. Et pour obliger le Nigeria à entrer dans l'affaire, on me le fait au Nigeria, Boko Haram est constant. Boko Haram, la France joue un grand rôle dans la stabilisation du Nigeria. Parce qu'elle va obliger le Nigeria à entrer dans ce projet. Et si le Nigeria entre, elle a les mains libres pour maintenant envahir l'Afrique centrale. Il faut bien comprendre cette affaire. Pour maintenant envahir l'Afrique centrale. Vous comprenez pourquoi il y a une différence entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest dans la géopolitique française. Et la bataille géopolitique française de l'heure, c'est de réussir à annexer l'Afrique centrale pour l'impliquer dans ce grand projet. Et aller une fois de plus se présenter devant le monde entier et dire « Je suis une grande puissance ». Une grande puissance, mais ce qui peut-être ne pourra pas arriver. Je vais me tourner vers vous, hein, Charlie Kenyé. Charlie Kenyé, ce matin, la France n'a pas justement changé sa politique, hein, car la zone sahélienne est à feu et à sang, et dans quelques régions d'ailleurs, eh bien quelques régions sont même entre les mains de la France. Je prends par exemple le nord du Mali, le nord du Niger, tout ça entre les mains de la France. Oui. Mais il faut comprendre, vous comprenez pourquoi j'ai tenu à apprécier ma présence sur ce plateau aux côtés du président Bandakani. C'est très rare de voir des hommes poser une analyse aussi stratégique, parce que là, il est totalement entré dans mon domaine. Mais il a dit quelque chose de pertinent. Vous avez remarqué que à partir du moment où, quand la France a commencé avec son histoire d'écho, avec le président ivoirien en tête de liste, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 États forts de la sous-région qui se sont levés, à savoir le Nigeria et le Ghana. Oui. Et directement, vous avez vu ce qui s'est passé au Nigeria. Comme il l'a si bien rappelé, on a créé des mouvements d'humeur et tout ça. Mais au même instant, du côté du Ghana, un pays qui était tellement en paix, on a créé un mouvement qui s'appelait le Togoland. Et le mouvement Togoland, pour ceux qui ne savent pas, si vous allez dans la genèse, est dirigé par la DGRE. C'est la Direction générale du renseignement français qui opère avec ce mouvement depuis des années. Et c'est un mouvement qui était en gestation. Mais
comme le Ghana s'est levé pour dire non, on active donc les relais historiques et subitement, une crise sécessionniste réapparaît et revient au bout du jour. Au bout du jour. C'est un peu le même schéma avec le Cameroun. Pour revenir à ce problème-là, pour comprendre que quand vous allez analyser le problème historique, parce que vous allez vous rendre compte que à cette époque-là, ce que la France n'avait pas prévu, c'était justement que le FNLA prenne possession de l'Algérie et se libère totalement du joug français. Parce que quand l'Algérie a pris son indépendance, ce que la France n'avait pas prévu, il fallait maintenant redistribuer la cartographie, revoir les schémas qui avaient été proposés au départ. Pourquoi? Parce que quand vous prenez l'OCRS avec les pays qu'il avait constitués, parce qu'ils avaient expressément enlevé l'Algérie dessus, mais vous ne pouvez pas mettre sur pied une telle organisation et vous mettez un pays comme l'Algérie, parce que prenez la carte de ce pays-là, voilà le Maghreb. Quand vous prenez la carte du Maghreb, vous voyez qu'il y a l'Algérie à lui seul, je veux dire quoi, à sa frontière pratiquement 3 pays de cette région-là, puisque lui-même c'est un pays. Et avec le Sahel, il y a le Mali, le Niger et le Tchad. Donc, ayant échoué donc dans ce projet, tout récemment, ils ont relancé ça sous une autre forme, ce qu'ils ont appelé le G5 Sahel. Et je vais vous dire pourquoi. Le G5 Sahel aujourd'hui regroupe combien de pays? Je pense que c'est 5 pays. Le Mali, le Tchad, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Niger. Et le Niger, exactement. Alors, quand ils créent le G5 Sahel, d'abord que le G5 Sahel a été créé sous l'impulsion française, c'est-à-dire que c'est la France qui décide de mettre sur pied le G5 Sahel pour justement pallier à ces problèmes de terrorisme qui sévissent dans cette région-là. Justement. Mais derrière, donc, quelle était l'ambition? Qu'est-ce qu'il fallait? Le but, justement, était de continuer avec ce qui avait été initié avec l'OCRS, c'est-à-dire le contrôle de ces territoires-là. Parce que quand ils mettent sur pied un projet comme celui du G5 Sahel, stratégiquement parlant, vous ne pouvez pas initier un tel projet si vous ne pouvez pas pérenniser ou alors garantir le financement. Voilà un premier projet, un premier problème. Le second, c'est l'implication même de l'Algérie, parce que quand vous interrogez les experts, les sécurocrates de ces régions-là, par exemple le patron du contre-terrorisme marocain, il vous fait savoir que l'Algérie est le fief, le sud-est de l'Algérie est le fief par excellence d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre une telle région ensemble et enlever l'Algérie dedans. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas sécuriser le Sahel sans y intégrer l'Algérie. Or, quand vous mettez déjà ces pays ensemble, la cotisation qui leur a été demandée, ils ont été incapables de l'apporter. Vous enlevez un pays comme l'Algérie qui est une plaque tournante dans la sécurité du Sahel. Expressément, vous vous attendez à quoi? En réalité, vous n'êtes pas en train de ramener la paix et la sécurité, mais vous êtes en train de préserver un intérêt autre que peut-être seul vous connaissez. Quel est donc cet intérêt? Je tiens à vous rappeler que quand ils mettent dans le G5 Sahel sur pied, avec le problème du financement, ils décident donc quoi? Ils décident de convoquer ces chefs d'État, ce qu'ils ont appelé, je crois c'était à Bruxelles, la conférence des donateurs, où on a vu 5 chefs d'État africains aller comme des mendiants, se mettre à genoux, s'il faut le dire ainsi, pour commander quelques miettes de millions de dollars qui venaient d'ici et de là, pour pouvoir implémenter ce projet-là. Mais derrière ça, au même instant, la France a voulu faire passer le G5 Sahel sous le chapitre 7 de la résolution des Nations Unies, c'est-à-dire sous financement onusien. Et qui leur a opposé? Dès qu'ils ont fait proposer ce projet au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est les États-Unis de l'époque avec sa représentante Condoleezza Rice qui fait savoir au Conseil des Nations Unies que le G5 Sahel n'a pas besoin de l'aide internationale pour pouvoir s'implémenter ou pouvoir s'opérationnaliser et que les États-Unis sont prêts à apporter tout le soutien auprès de ces pays membres pour justement ramener la paix et la sécurité sur leur continent. Mais en faisant cette déclaration, les États-Unis donnaient déjà le là de leur politique, parce qu'à la réalité, les États-Unis sont en train de vouloir damer le pion à la France sur les richesses que constitue le Sahel. Et c'est de ça dont il est question. Si vous prenez un pays, par exemple, comme la France, on vous dit que la France, c'est la 4e réserve d'or au monde, avec une production, avec une qui totalise à peu près, je crois, c'est 2346 tonnes. Mais il n'y a pas d'usine de production d'or sur le territoire français. Quand vous prenez un pays comme le Mali, on vous dit que le Mali, c'est une production annuelle de 53 tonnes d'or, avec pratiquement une cinquantaine d'usines de production d'or sur son sol. Mais le Mali n'a pas de réserve d'or à échelle internationale. Au même instant, on va vous dire que la France au Mali pour combattre le terrorisme. De quel terrorisme il est question? C'est-à-dire qu'on est dans du blablabla, on est dans l'enfumage, mais en la réalité, pour ceux qui ont visité ces régions-là, vous allez vous rendre compte que toute la partie nord du Mali, je dis bien toute la partie nord du Mali, est immensément riche. Vous avez des grandes entreprises là-bas qui font de l'exploitation et tout ça. Mais pourquoi? Parce que la France, par le passé, n'ayant pas prévu donc cette
indépendance de l'Algérie, elle instrumentalisait certains mouvements touareg pour justement empêcher le Mali de devenir indépendant. Voilà pourquoi Modibo Keïta, quand il arrive au pouvoir, il impose ça. C'est-à-dire qu'il est catégorique dessus. Il ne veut même pas entendre parler de ça. Parce que quand il voit ce que le Mali a eu à subir par le passé, grâce à ces mouvements touareg, qui justement étaient instrumentalisés par la France pour pouvoir empêcher le Mali de devenir indépendant et continuer à spolier ce pays sur sa partie nord, mais pourquoi est-ce qu'il doit s'allier dans un tel projet? Donc on comprend qu'en réalité, c'est un projet qui n'est pas terminé, comme il a si bien dit, qui se poursuit aujourd'hui avec tout ce que vous allez avec, parce que l'écho est dans la continuité de ce projet-là. Le G5 Sahel est également dans la continuité de ce projet-là. Donc tant qu'aujourd'hui, les chefs d'État ne pourront pas s'assurer, comprendre que en réalité, la paix et la sécurité dans ces régions-là passe déjà par une réelle solidarité des États membres de cette sous-région. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui, pour un pays, par exemple comme le Mali, vous allez vous rendre compte que quand vous arrivez sur ce sol-là, il y a pratiquement 4 armées. Vous avez les FAMA, les forces armées maliennes, vous avez la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour le Mali, vous avez le G5 Sahel et vous avez Barkhane. Barkhane, à lui seul, est plus armé et mieux équipé que toutes ces forces réunies ensemble. On va pas également oublier les groupes armés qui pilulent d'ailleurs sur le territoire malien. Les groupes armés qui pullulent, quand vous allez à Gao, à Kidal, qui sont des régions que j'ai visitées, je crois que c'était en 2016 quand j'étais à Bamako, vous vous rendez compte que, alors je vous parle par exemple, Gao est sous administration française, je vous parle d'une ville malienne qui est sous administration française. Et quand vous y arrivez là-bas, vous allez vous rendre compte que la force Barkhane fait des patrouilles mixtes avec les milices qui sont dans la région. Les femmes, les forces armées maliennes ne peuvent pas y avoir accès à cette région-là. Mais par contre, la France y fait des patrouilles. Et on vous dit au même moment qu'ils sont là-bas pour combattre le terrorisme. C'est pour dire que, à la réalité, il y a un mouvement d'ensemble qui est fait, qui est bien entretenu et qui est préparé depuis lors pour justement empêcher ce pays d'avoir la totale souveraineté de son territoire. Justement pour l'immensité de ces richesses-là. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Une autre chose étant, écoutez, quand vous prenez l'Amérique du Sud, vous allez vous rendre compte que le Mali particulièrement est une plaque tournante dans la distribution, je vais dire quoi, des stupéfiants, ce que vous appelez cocaïne et autres, et drogues dures également. Exactement, pour alimenter l'Europe et l'Asie. C'est-à-dire que quand vous allez au nord du Mali, vous allez vous rendre compte que tous ces mouvements terroristes-là, le Moudjahou, Acmi, Ansardine et tout ce que vous connaissez, il y a un immense, nonobstant les richesses qui se trouvent là-bas, il y a un immense trafic de drogue en provenance de l'Amérique du Sud qui transite par le Mali pour justement alimenter les grands clients que sont l'Europe et l'Asie. Et tout ça, c'est sur les yeux et les nez de la France. Vous ne pouvez pas m'expliquer que, avec tout ce que la France a au niveau du Mali comme service, comme agence de renseignement, un coup d'État s'est passé comme récemment pour un président qui est arrivé démocratiquement, parce qu'il faut le dire, celui qui a été évincé du pouvoir récemment était l'un des rares présidents qui avait été élu démocratiquement au Mali et qui était en fin de mandat, qui était prêt à faire des concessions, quoique je n'ai pas aimé ce président, mais qui avait au moins le mérite d'être arrivé par la voie des urnes, quoique également je n'aime pas ce qu'on appelle la démocratie, et qui a dit ouvertement que je ne serai plus là, mais au lendemain on a vu comment il s'est fait évincer. Et pourtant, l'information était là par le passé. Ça peut dire qu'il y a des intérêts énormes qu'il faut protéger, qu'il faut défendre. Et tous ceux qui vont arriver, qui ne vont pas entrer dans l'optique de défendre ces intérêts, vont être évincés. L'une des raisons pour lesquelles Ibrahim Boubacar qui est arrivé parti, c'est que quand il arrive au pouvoir également en 2015, parce qu'on parle du Mali, c'est le Mali qui est au cœur de tout cet enjeu-là. Quand il arrive au pouvoir en 2015, il met sur pied ce qu'il appelle la loi de programmation d'orientation militaire, qui en réalité prévoit une restructuration de l'armée malienne. C'est de ça dont il est question. Ce qui se passe au Sahel ne pourra pas se régler avec les accords. Les accords, il y en a eu tellement. C'est par la voie militaire. Et lorsque un président amène une telle vision, qui devait s'étaler, je crois, jusqu'en 2019 ou en 2020, un truc comme ça, avec un financement d'à peu près 3 000 milliards, parce qu'il faut savoir que c'est un pays également pauvre, avec le soutien de la CEDEAO qui, justement, devait aussi injecter de l'argent pour permettre à ce pays de réellement restructurer son armée et avoir un total contrôle sur son territoire. On a décidé de le taxer de tout. À un moment même, on l'a mis sous embargo et tout ce que vous voyez avec. Parce que, justement, ce pays doit rester tel qu'il est et que la France, justement, continue à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire dans le Nord, à exploiter et tout ça. Au même instant, il y a des mouvements d'insurrection, alors il y a de l'insécurité là-bas, mais toutes ces agences qui continuent à exploiter l'or là-bas sont très en sécurité parce que les agences de sécurité privées qui sont payées à hauteur de millions assurent leur sécurité, là où même les forces armées maliennes ne peuvent pas mettre le pied. C'est ça la tristesse.
La triste réalité. On vous comprend parfaitement, hein, Charlie Kenyé. Docteur Yambin Timba, je vais me tourner vers vous. Tout le monde le sait, la zone du Sahel est tellement riche. On parle justement d'une richesse extraordinaire. La France n'a pas encore l'intention de laisser faire. Et d'ailleurs, elle crée les guerres de ce côté-là et vient jouer les sapeurs-pompiers pour continuer, il faut le dire comme ça, à pomper les richesses de ce Sahel. J'ai l'habitude de vous dire sur ce plateau que la France est un petit pays. Peut-être avec le sujet d'aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi j'ai l'habitude de vous dire que c'est un petit pays. Et les Français qui comprennent de quoi je parle savent très bien qu'ils sont un petit pays et que la voie de la violence que la France a adoptée depuis quelques siècles contre l'Afrique est certainement touche à sa fin et qu'il va falloir que la France la queue entre les jambes, parce que je ne sais pas comment elle le fera autrement, viennent demander aux Africains de la soutenir. Qu'elle n'oublie pas que sa capitale a été créée par des Africains, fondée par des Africains, et qu'elle porte un nom qui veut dire la maison d'Isis. Isis, c'est une figure africaine très bien connue. Et donc, sauf si pour la France, sauf si pour elle, sa capitale portant le nom d'une femme africaine, ça veut dire qu'elle doit être un enfant turbulent qui doit terroriser sa propre mère. Mais je crois que dans toutes les civilisations du monde, terroriser votre mère est une mauvaise chose. J'ai entendu il y a quelques semaines un de vos hommes politiques camerounais dire qu'il n'y a jamais eu d'accord secret entre la France et l'Afrique. Il n'a pas de nom? Je ne sais pas s'il mérite que je cite son nom, mais toujours est-il que j'étais sidéré, mais j'ai compris comment émergeait un certain nombre de figures politiques dans votre pays. Et parce que je n'ai pas très bien compris ce qui lui échappait dans le terme accord secret. Accord secret veut dire que c'est secret. Donc si vous dites que vous n'avez pas trouvé ça dans vos recherches, ça veut dire que c'est secret, justement, vous ne pouviez pas trouver. Mais bon, chacun va dans le sens dans lequel il va. Je me suis rappelé de cela pourquoi? Je me suis rappelé de cela pour dire que nous avons en Afrique énormément de choses qui sont secrètes et qui sont totalement ignorées des Africains. Et c'est cette ignorance de notre histoire récente ou ancienne qui en réalité nous maintient dans les raies de la colonisation, qui nous maintient dans cette situation de domination qui insupporte à un certain nombre d'entre nous et à laquelle il est temps de mettre fin. Mais quand on parle du Sahara, alors on vous dit l'organisation, lorsqu'on parle du Sahara, mais de quoi parle-t-on? On parle de 9 millions de kilomètres carrés à peu près. Et dans les années 50, nous avons dans la revue des Deux Mondes, par exemple, déjà en 1951, le compte-rendu d'un certain nombre de recherches géologiques et minières qui sont faites et dont se fait le porte-parole un certain Nargeline, qui est un écrivain qui rapporte cela, un chercheur qui rapporte cela. Et on sait donc à cette époque déjà que le Sahara, c'est la plus grande réserve d'eau douce dans le monde. On sait déjà à l'époque que toute la zone saharo-sahélienne est gorgée de pétrole, est gorgée d'uranium, qu'on a de la cassitérite dont vous parliez tout à l'heure, mais le phosphate, vous savez que c'est la plus grande richesse des pays comme le Togo ou comme la Mauritanie. On sait que, vous savez que je ne vais pas revenir sur les hydrocarbures, vous connaissez l'Odyssée de l'Algérie et puis tout ce qui aujourd'hui est découvert un peu partout. On voit tous ces pays qui deviennent des pays pétroliers, le Niger, etc. Mais tout le monde le savait depuis très longtemps. Et le problème qui se pose à la France au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que comme toujours, c'est un pays qui a du mal à se projeter dans l'avenir tout seul. Et vous allez voir que dans les années 60, alors que la Grande-Bretagne, le Portugal et tout le reste, en fait, s'empressent de partir et sont boutés hors de leurs anciennes colonies, la France s'arrête. Mais vous ne laissez pas totalement la France comme telle, parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que les ressources que la France tire de l'Afrique dès cette période-là profitent à toute l'Europe. Le fameux axe franco-allemand vient également du fait qu'une bonne partie des ressources qu'on a tirées de l'Afrique a consolidé également le relèvement de l'Allemagne et la reconstruction de l'Allemagne. Les Africains doivent clairement savoir que lorsque l'OCR,
l'OCRS est fondé en 1957. Il y a eu une longue réflexion qui a commencé dès 1952 et avec un certain nombre de députés français. Mais pourquoi est-ce que c'est Houphouët, le député Houphouët, qui dépose le projet de loi? Mais le député Houphouët dépose le projet de loi parce qu'il faut bien un doigt qui cache le visage. Si vous avez un doigt qui cache le visage qui s'appelle Houphouët-Boigny, vous avez un bouc émissaire. Et donc, en fait, la France n'est pas un pays, est le pays de la fraternité, etc. Mais vous savez, il y a quand même des Africains qui ont tendance à croire que sans la France, on ne peut rien faire. Et en réalité, c'est un appel des Africains eux-mêmes. Oui. C'est les Africains eux-mêmes qui ont appelé. Mais c'est une manipulation, c'est une manœuvre politique et historique dont la lecture va compliquer le tracé, la trajectoire historique de la France en Afrique et donner l'impression qu'à chaque fois, la France est une sorte de sauveur, est une sorte d'ami qui vient en réalité aider les Africains. Mais l'OCRS, avec quoi comme... Quel est le contenu de ce qui va être finalement la fameuse loi de création de l'OCRS qui n'a pas fait long feu? Faut rappeler aux Africains que heureusement, ça n'a duré que jusqu'en 1962. Mais on va bien voir que dès que des pays qui feront de la résistance, comme le Mali, la Mauritanie, etc., vont s'y mettre, mais surtout le Mali, parce que c'était effectivement le cœur de toute cette stratégie, qui consistait soit à créer un État indépendant, soit à départementaliser, parce que l'autre idée c'était d'en faire un département français, oui, comme il y en a en Guyane ou en Martinique, etc., un département d'outre-mer. Mais il faut comprendre que ce projet de l'OCRS est la continuation d'un projet qui a eu lieu, dont il avait été question avant, le projet Niger-Méditerranée. Parce qu'on crée l'Office du Niger quelques années avant, qui est en réalité la phase pilote, à la fin des années 40, qui est déjà la phase pilote et qui leur permet de savoir qu'il est possible d'étendre donc finalement ce qu'on est en train de faire. Et il naît en France un projet Niger-Méditerranée, puisque l'Algérie est une colonie française, dont on va, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, dont on va lier le fleuve Niger et la mer Méditerranée, et ça va être le grand couloir français vers donc les ressources africaines. Alors, on en arrive à ce niveau de gourmandise, tout simplement parce qu'à cette époque, la France, au fond, sent derrière elle le soutien de toute l'Europe qui a les yeux grands ouverts tout entière sur les ressources africaines et compte sur elle pour se relever de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce soutien va motiver la France, va lui permettre d'aller de plus en plus loin. Et vous allez voir quelque chose d'assez curieux. C'est qu'au moment où les premiers débats commencent en 1952 au Parlement français, c'est à la même période que Oumyobé va à l'ONU. Et qu'il manque de ne pas se faire recevoir parce que justement les Français sentent qu'il y a quelque chose qui va venir contrecarrer leur plan au niveau international. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'en 1963, aussitôt que l'OCRS est oublié ou abandonné ou disons n'arrive plus à fonctionner, qu'on fait le constat de son incurie, la première rébellion Touareg éclate dans la zone de Kel Ada. Elle éclate en 1963. Tout de suite, on a une rébellion et on observe une chose assez particulière, c'est que dans les rangs des Touaregs de l'époque, il y a des soldats de la compagnie méhériste française qui avait été créée dans les années 20-30 par un commandant de l'armée française. On observe qu'ils sont dans les troupes des Touaregs. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une image courante. C'est-à-dire que dans tout ce qui est l'Azawad, l'Aza gauche, l'Aza droite, vous avez toujours en réalité des mercenaires français qui accompagnent tous ceux qui viennent déstabiliser les États africains. Et vous savez que même pour Boko Haram, il y a eu des figures, et c'est une image qui a été très célèbre où on avait vu des soldats français. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'OCRS, en réalité ce dont nous parlons, nous ne parlons pas vraiment de simplement pour rappeler l'histoire. Oui. Nous parlons pour dire aux Africains qu'il y a beaucoup de choses secrètes qui ont eu lieu, qui ont lieu et qui auront lieu encore sur leur continent, dans leur pays, s'ils ne se réveillent pas. Parce que lorsque vous avez une loi déposée par un député français, je ne vais pas revenir sur comment sa carrière a prospéré en devenant ministre sous la 4e République, etc. Mais nous savons que ce qui a été concédé à la France, à l'OCRS, c'était la totale souveraineté sur toutes les richesses de la zone saharo-sahélienne, dans le but de consolider ce que eux-mêmes les Français appellent leur rang. Je ne sais pas de quoi ils parlent généralement, mais ils aiment dire leur rang dans le monde. Et
Parmi les plus grandes puissances du monde. Oui, naturellement. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous remettons cela à l'ordre du jour? Eh bien, la pensée en Afrique, et je vous remercie, M. Ngoz, de nous avoir amené à quelque chose de fondamental et de ne pas être simplement dans des problématiques vaseuses. C'est peut-être tout le mérite de DBS de le faire généralement, de nous ramener dans ce genre de problématiques fondamentales pour dire aux Africains, la lecture que vous avez du monde aujourd'hui n'est pas une lecture qui tombe de nulle part. Parce que vous le savez très bien, le projet euro-méditerranéen du bassin méditerranéen de Nicolas Sarkozy, vous vous en souvenez? Justement. Ça ne tombe pas comme un cheveu dans la soupe, c'est la continuité de tout cela. Vous vous souvenez très bien que face au G5 Sahel, vous avez le SENSAD, qui était soutenu par qui? Un certain Kadhafi. Donc, le monde tel dans lequel nous vivons, il ne faut jamais que nous oublions l'histoire. Il y a un certain nombre de choses qui se font, oui, et qui sont des choses qui sont importantes pour des Camerounais de façon particulière. À votre avis, qui fait les premières études de l'OCRS? Un certain Roland Pré. Je crois que tous les Camerounais connaissent qui est Roland Pré. C'est lui qui fait les premières études, les études conclusives de la création de l'OCRS. Et quand vous dites Roland Pré aux Camerounais, ils savent ce que ça veut dire. Ce n'était pas du tout des gens qui venaient en Afrique pour dire on va créer quelque chose qui va profiter aux Africains. Les 160 millions de nouveaux francs qu'on investit, c'était la poudre aux yeux. C'était en réalité pour dire aux autres pays, vous voyez ce dont les autres peuvent profiter, mais allez dans le Tchad, demandez aux Tchadiens et demandez aux Nigériens en quoi ces 160 millions leur ont profité. Vous constaterez que ça n'a profité à personne. Puisque rien n'a été construit. On va vous dire qu'on parlait de l'hydraulique. Est-ce que les Tchadiens ne savaient pas creuser est-ce qu'ils ne savaient pas faire des puits avant ça? Est-ce qu'on avait besoin de venir faire ça? En réalité, ce qu'on est venu faire dans les villages, on a pris 2-3 personnes, travail forcé, ils ont fait des puits, et on allait les présenter comme étant les puits financés par les 160 millions. Mais il y a toujours eu des puits. Les gens ont toujours fait des puits d'eau dans cette zone. Et puis vous venez quand même faire de l'hydraulique dans la zone du lac Tchad. Soyons sérieux, la zone du lac Tchad est très bien arrosée, vous faites quelle hydraulique? Donc, en réalité, le fond du problème aujourd'hui, c'est que cela nous révèle, et j'aime le lien que Bandakani a fait avec l'écho aujourd'hui, cela nous révèle le tableau d'ensemble, la tendance, parce que c'est une tendance et c'est une constante, oui, de la présence française en Afrique, c'est de vouloir toujours se constituer un empire. Le fameux empire sur lequel le soleil ne se couche jamais est un vieux rêve et c'est une sorte de caprice de la France et de la Grande-Bretagne, mais je crois que la Grande-Bretagne l'a très vite abandonné, elle l'a très vite oublié, et la France elle continue à en rêver. Mais au fond, quand vous regardez la situation économique et la situation géopolitique de la France aujourd'hui, elle n'a pas le choix. Si la France perd l'Afrique, si elle ne peut plus avoir sa domination sur l'Afrique, elle perd ce qu'elle appelle elle-même son rang et sa place au Conseil de sécurité de l'ONU. Parce qu'elle ne doit cela qu'au fait qu'elle comptabilise toujours 15 à 20 voix tout de suite acquises. La deuxième chose sur le plan économique, c'est que la France, si elle n'a pas ces zones-là, oui, mais elle disparaît. C'est le seul pays au monde qui prend des ressources naturelles quelque part et écrit sur un cahier, met dans un compte, simplement que, ah oui, on a reçu des matières premières pour 10 francs venant du Cameroun, du Niger, etc. et ne débourse pas un franc. Lorsque la France achète du pétrole au Nigeria, elle met des euros sur la table. Elle paye le pétrole. Lorsqu'elle l'achète au Cameroun, elle ne paye rien. Lorsqu'elle l'achète au Congo, elle ne paye rien. Lorsqu'elle prend le cacao de Côte d'Ivoire, elle ne paye rien. Elle prend l'uranium du Niger, elle ne paye rien. Elle marque simplement dans votre fameux compte d'opération que vous avez un avoir. Merci, messieurs. Selon les meilleurs économistes français, si elle perd les 14 pays, la France quitterait de la 9e puissance parce qu'elle est en train de passer à la 10e puissance actuellement. Elle quitterait même de la 10e puissance parce que pour la 23e place. Pour la 23e puissance. Donc, ne vous inquiétez pas, on vous comprend parfaitement. Le sujet est mis sur la table. Hein. C'est vrai qu'on espère que nous allons avoir pas mal de temps justement pour expliquer justement ce que c'est que l'OCRS et surtout les accords. J'aurais voulu d'ailleurs citer justement les accords qui ont été signés par Houphouët-Boigny. J'aurais justement peut-être 5 minutes pour commencer d'ailleurs à les citer. De 1, justement, ça commence de 8 à 16. Allez savoir. Albert Anatoye, ici, la France aujourd'hui gère 14 pays africains depuis des décennies, comme les nazis la géraient pendant l'occupation. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les Africains de se lever et de dire on n'en veut plus, quand on sait pertinemment que la France est en danger? Oui, disons que je voudrais
rapidement revenir sur les éléments qui ont été convoqués par mes précédents intervenants relativement à la thématique du jour sur l'organisation des communes des régions sahariennes. À l'origine, l'OCRS est un projet géostratégique avec un impact économique sur la zone du Sahara. À l'époque, M. Houphouët-Boigny, il est ministre français. Et c'est lui qui pilote justement, parce qu'il est l'un des principaux promoteurs de la France-Afrique, tout à l'heure, Bandakan l'a relevé. Et vous avez comme délégué de cette affaire-là, je parle de l'OCRS, un certain Olivier, je crois, Duchard, et vous aviez même un ministre du Sahara qui était également en français. Et l'OCRS, justement, au départ, ça regroupe, je crois, environ une dizaine de pays, c'est-à-dire le Maroc, l'Algérie, le Nigeria, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, en tout cas, la Libye, oui. Le Soudan, enfin les deux Soudans. À l'époque, c'était un Soudan, maintenant il y a deux Soudans. Donc, quel est l'enjeu justement de ce projet géostratégique? Il s'agit justement des richesses du sous-sol. Parce que tout à l'heure, il a également bien précisé, c'est-à-dire que au-dessous du désert du Sahara, vous avez justement des réserves d'eau douce, vous avez du pétrole, vous avez du gaz, du uranium, tout ce que vous avez tout cela. Donc c'est ça l'enjeu majeur. Et en 1958, je crois, Houphouët-Boigny, dans une interview accordée dans une chaîne de télévision hexagonale à l'époque, je crois que c'était INA, il déclare que dans le cadre justement de ce projet économique, il est question que dans le cas, n'est-ce pas, de l'exploitation de ces ressources-là, la France a la primauté, non seulement de l'exploitation, mais également de la transformation, c'est-à-dire, c'était même pas dans le 50-50, je crois qu'il avait annoncé le chiffre de 75% qui doit être reversé à la France et 25% au profit des communautés, n'est-ce pas, des régions sahariennes. C'est donc ça, c'est là qui amène le président malien de l'époque, je crois Modibo Keïta, à prendre du recul, ainsi que le Tchad et je crois la Mauritanie. Ces trois États, je crois, non, ces quatre États ont pris du recul par rapport à cela. Maintenant, sur les trois États et les quatre États qui ont pris du recul, vous avez deux qui ont choisi notre formule, c'est-à-dire la coopération, je crois que tout à l'heure également, le président Bandaka l'a soulevé, et les deux autres États ont justement choisi de prendre du recul, notamment le Mali et je crois la Mauritanie. Parce qu'il fallait quand même revoir un peu plus, il fallait voir clair dans cette affaire-là. Et vous allez constater aujourd'hui que la plupart de ces États-là, qui ont pris un certain recul, abritent paradoxalement et curieusement n'est-ce pas, les groupes terroristes. Et justement, c'est constamment un mouvement du fait de ces groupes armés-là. Maintenant, quelque temps, là nous sommes dans le projet économique, mais par la suite, apparemment dans le processus, n'est-ce pas, de mise en œuvre de ce programme-là, ça donne des idées à Paris qui pensent qu'il faut assurer une autonomie politique et militaire au niveau de la zone. Et justement, alors, ça va donc amener d'autres rats à quitter le navire, parce qu'au départ, il était question justement que la France, Paris, amène plutôt le nord pour l'exploitation de ces ressources-là. Mais à partir du moment où ça va devenir une sorte de territoire outre-mer, eh bien, les rats ont justement quitté le navire. Maintenant, pour revenir à votre question, de manière fondamentale, il y a eu des accords qui ont été signés. Nous étions dans une thématique sur ce plateau, oui, allons-y, qui impliquait, n'est-ce pas, les Africains, sans la présence des Africains. Nous avons pris par exemple le cas de ces accords monétaires, sur le franc CFA. Nous avons les accords, n'est-ce pas, sur l'exploitation, les accords coloniaux qui ont été signés pour le compte de l'Afrique sans les Africains. Donc aujourd'hui, pour revenir à votre question, pourquoi est-ce que les chefs d'État africains ne peuvent pas prendre la responsabilité de quitter cette affaire-là? Bon, écoutez, qui les place là? Lorsque vous avez la réponse à ma question, c'est de savoir qui les place là, et à qui vont-ils faire allégeance dès qu'ils arrivent aux affaires. Vous comprendrez pourquoi, n'est-ce pas, ils ne peuvent pas prendre la responsabilité. J'allais dire, ils ne peuvent pas avoir le courage, justement, de dénoncer ou de démanteler ces accords léonins. Donc, je pense donc
il se pose donc un problème de leadership, de nouveau leadership. Parce qu'avec l'avènement ou l'arrivée des nouveaux leaderships sur le continent africain, ça va, à mon sens, faire bouger certaines lignes. Parce qu'il faut quand même le noter, la plupart des gouvernants ne sont pas des nationalistes, ni des patriotes. Certains peuvent être des patriotes, mais ils ne sont pas des nationalistes. Vous comprendrez pourquoi. Pourquoi est-ce que l'Algérie a connu un sort différent, n'est-ce pas, des autres États? Parce que ce sont les nationalistes qui sont arrivés aux affaires. Je crois que c'était le FLN à l'époque. C'était des nationalistes. Ils ont dit non, nous avons une vision pour notre pays, nous avons une toute autre vision, pas celle imposée par Paris. C'est de ça qu'il s'agit. La Mauritanie, est pareillement, a une autre vision n'est-ce pas, de la constitution, de son autonomie, de la constitution de son pays, de son État, de son peuple. Raison pour laquelle la Mauritanie, justement, va quitter le carcan du franc CFA pour, justement, avoir une autonomie monétaire. Je pense donc, aujourd'hui, vous avez donc également, et c'est le sentiment que j'ai, en tout cas, à titre personnel, que j'ai le sentiment que certains dirigeants perçoivent des dividendes sur la gestion du franc CFA. Nous avons le sentiment également que certains de nos dirigeants perçoivent des dividendes sur l'exploitation de nos ressources, notamment le pétrole, du gaz et tout ce qui va avec. Parce que même si nous avons, dans le cadre des accords coloniaux, nous n'avons pas la possibilité de pouvoir peut-être les transformer sur place, mais je pense qu'à un moment donné, il faut avoir le courage politique, l'engagement politique, n'est-ce pas, de le faire, de les transformer, de changer de paradigme, de se construire un modèle économique, un modèle de développement pour, n'est-ce pas, l'autonomisation, n'est-ce pas, de nos pays. Pour revenir à la thématique, je veux sortir par là. Il faut dire quand même que, je crois qu'il y a un petit mal là bien souligné, tout est interlié. Oui. Parce qu'à un moment donné, l'assassinat, n'est-ce pas, de Mouammar Kadhafi par Paris, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est-à-dire que justement, Kadhafi était dans un projet de désaliénation de notre continent. Malheureusement, avec ce qui s'est passé sur Kadhafi et en Libye, ça fait reculer certains. C'est-à-dire que dans le projet de construction d'une intégration continentale, d'une autonomie continentale avec la liberté de, n'est-ce pas, de produire, de transformer nos matières premières, de construire une économie de notre société. Donc, je crois donc qu'il nous faut, comme je disais tantôt, un changement de leadership. Il faut une rupture, parce qu'aujourd'hui nous avons une classe politique qui est habituée à aller faire allégeance à Paris. Donc il nous faut donc une nouvelle classe politique, parce que même ceux qui prétendent vouloir arriver là, n'est-ce pas, sur la scène politique, ont malheureusement les mêmes réflexes, c'est-à-dire que et pour venir aux affaires, il faut aller voir Paris, il faut aller voir Londres, il faut aller voir Washington, et quand ils arrivent aux affaires, il faut aller faire allégeance à Paris. Messieurs, permettez-moi un instant avant de passer la parole au président Badakali et également nos téléspectateurs qui ont envoyé leurs réactions. Je les lirai tout à l'heure. Je vous parlais justement de ces accords signés avec le président de l'époque, Houphouët-Boigny, Félix Houphouët-Boigny. Eh bien, pour le gouvernement de la République française, il y avait Michel Després. Et pour le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, il y avait Félix Houphouët-Boigny. L'une des choses en lisant justement ces accords, je vous dirais que une chose m'a un peu intrigué. Article 8, je commencerai par là. Les forces armées françaises ont sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire la liberté d'emploi, de recrutement et de licenciement de la main-d'œuvre civile qui leur est nécessaire conformément à la législation du travail en vigueur en Côte d'Ivoire. Article 9, là encore, j'ai été un peu surpris. Si les forces armées françaises sont appelées à modifier leur implantation, les deux gouvernements se mettront d'accord en Conseil régional de défense sur l'attribution de nouveaux emplacements pour les installations adaptées aux besoins de ces forces. Les dispositions de l'accord de défense et de ses annexes seront applicables aux installations situées sur ces nouveaux emplacements. Au cas où, à la suite de ces modifications, des installations ne seront plus utilisées par les forces armées françaises. Celles-ci feront retour à la République de Côte d'Ivoire dans l'état où elles se trouvaient lors de leur mise à la disposition de ces forces. Toutefois, les immeubles et leurs voies d'accès édifiées après cette date par les forces armées françaises deviendront la propriété de la République de Côte d'Ivoire.
Article 10. La République de Côte d'Ivoire s'engage à respecter les servitudes existantes des installations militaires des forces armées françaises et à permettre la modification de ces servitudes en cas de nécessité technique. Je terminerai par l'article 11. Toute demande de stationnement sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire d'éléments des forces étrangères aux parties contractantes sera examinée en conseil régional de défense avant décision du gouvernement ivoirien. Je rappelle d'ailleurs que c'est fait en France, à Paris précisément, le 24 avril 1961. Monsieur Ngos, je pourrais commencer à lire, mais bon, il y en a tellement. Mais je vous ai donné 3. J'aurais pu partir dans l'OCRS pour vous dire tant de choses, mais je vous parle d'un document qui a été signé précisément à Paris, pas sur le sol africain, mais à Paris, le 24 avril 1961. Quand ça revient à ce qu'on a fait un débat ici, nous avons appelé ça le principe d'extraterritorialité. Oui. Vous voyez qu'il y a à l'intérieur des formules qui permettent de rendre ces bases militaires éternelles en Afrique. Éternelles, en fait, justement. C'est ça le truc. Ça signifie que par exemple, comme on a mis le G5 Sahel, là, c'est éternel. En fait, Barkhane, c'est éternel, Sangali, c'est éternel. En fait, c'est ça. On ne veut pas se battre le dire ouvertement pour ne pas choquer, mais c'est ça. C'est éternel. En fait, oui. Quand on parle d'accord, c'est qu'on veut compliquer. C'est secret parce que le contenu... Le secret n'est plus secret, président. Non. On dit secret parce que le contenu est inadmissible à la conscience universelle. Inadmissible. Donc on maquille, et de maquiller, on rend ça secret. En fait, c'est quoi tout ça? C'est que l'Afrique, c'est un territoire français. Vous voulez pas... C'est ça la vérité, les accords secrets. Bon, des petits politiques, comme tout à l'heure, c'était... Ce sont des vauriens qui sont fabriqués comme ça, là, qui dérangent les gens. Ils disent qu'il n'y a pas l'accord secret. Il a raison. On ne lui ferait pas l'honneur de les appeler ici. Il a raison. Il y a même des gens qu'on veut un peu citer ici. Parce que ce sont des vauriens. Ils prennent des grands et ils disent qu'ils font la politique, mais ils ne valent rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces accords servent à dire une seule chose. L'Afrique est un territoire français. L'Afrique est une propriété française. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Et l'Empire français, pourquoi ça a perdu sur des formes aussi honteuses au XXIe siècle? Il faut comprendre pourquoi. C'est-à-dire que les Anglais ont liquidé les formes de leur empire, ils ont conservé la prédominance financière à travers la City de Londres. Elle contrôle toujours. Parce qu'on a tant vanté l'indirect law, tout ça, c'est pour les enfants. L'indirect law, c'est le self-government. Self-government, c'est la colonisation, c'est pas autre chose. On dit que c'est pour tromper les naïfs. Donc, les Anglais ont maintenu ça à travers la City, et la même mise qu'ils ont à travers la City, c'est le système financier international. Oui. Quand vous contrôlez le système financier, vous n'avez pas besoin de mettre les militaires. Non. C'est vous qui payez les militaires, ils ont besoin d'argent, ils viennent vous voir. Et vous les faites signer ce que vous voulez signer. Rothschild l'a dit. Il paraît que c'est un lord. Il a été annoblé. Il a été annoblé, alors qu'il n'est pas anglais. Lord Amschel. Alors qu'ils ne sont pas anglais d'origine, ce sont des Allemands. Les Autrichiens. Autrichiens. Bon, ça. Bon, pourtant, on dit qu'ils ont une descendante française. Les Germains, pardon comme ça. Les Germains. Allons-y, messieurs. Ce sont les Bauer. Allons-y, plus que tant de pour sortir de cette émission. Ce sont les Bauer. Donc, tout ça que vous racontez là, ça dit que nous sommes une possession française. C'est la France. L'Afrique, c'est une extension de la France. C'est la France d'outre-mer, d'outre-Méditerranée. C'est ça que ça veut dire. Et que la France y fait ce qu'elle veut quand elle veut. Et j'étais en train de dire que sur le plan juridique, ce que vous appelez droit international, c'est pour ça qu'il n'y a pas de droit international. C'est ça. Parce que la forme de l'Empire français qui est maintenue intacte au XXIe siècle, due au monde entier, que vient à changer. Qu'on est dans l'esclavage, on est en pleine colonisation. Et que la charte de l'ONU, c'est une blague. C'est une blague. C'est une grosse blague. Et qu'il y a un grand combat à mener, et ça, il est vraiment historique. Les Africains doivent détruire ça. L'Afrique est le seul continent au monde qui a la vocation, parce que c'est une question de suivi, de détruire le système international pour mettre un autre. Donc, si on ne lève pas la pensée politique à ce niveau, on fait on va au quartier. Et ça, les dimensions juridiques, économiques, tout ce que vous voulez, dans tous les domaines. Donc, c'est ça. Donc, là, tout à l'heure, il a convoqué la question de l'Algérie. Il faut dire que dans le projet initial du Sahara, le sud de l'Algérie devait faire partie intégrante de l'État du Sahara. C'est important. Si vous négligez ça, vous ne comprenez pas la guerre civile algérienne de 90. Bien sûr. Vous ne comprenez pas ça. Oui, et vous ne comprenez pas la question donc, de mouvements terroristes. Deuxièmement, quand on tue Kadhafi,
qui profite de la mort de Kadhafi. Pourquoi on tue Kadhafi? Il a peut-être l'air du Sensal, que les gens ont méprisé sur le plan géopolitique, mais qui était un grand projet. Imaginez, quand Kadhafi meurt, qui commence à parler fort, celui qu'on appelle le roi du Maroc. Et vous savez qu'il y a un tabou en Afrique à parler de ce monsieur. Il y a un tabou. Le roi du Maroc, c'est comme s'il y a une chape là, à la suite de son père. À la suite de son père, n'est-ce pas, qui intervient jusqu'en Afrique centrale, au niveau des dirigeants, en termes d'initiation géopolitique et même ésotérique. Donc il y a une chape. Quand Kadhafi meurt, c'est là où le roi là, commence à parler fort. Parce que quand Kadhafi était là, il ne pouvait pas lever la tête. Et aller voir le rôle du Maroc, même dans le financement des structures terroristes dans le Sahel. Vous n'avez pas les services secrets français. Mais le Maroc qui sous-traite ces choses-là. Allez voir, dites-moi pourquoi le Maroc peut jouer le rôle qu'il a joué en Côte d'Ivoire, pour que Ouattara arrive au pouvoir. Au nom de quoi on peut faire ça? Il est ivoirien. Il est qui? Ce pouvoir-là qu'il a, ça vient d'où? Il a les avoirs en Côte d'Ivoire. Parce qu'il est au top. Non, c'est plus que ça. Non, c'est pas l'affaire d'avoir. C'est plus que ça. Je pose des questions sérieuses sur le plan géopolitique. Pourquoi il est devenu membre de la CEDEAO? Au nom de quoi un roi se décide d'aller détruire notre pays? On ne lui fait rien. Pourquoi? Posez-vous des questions. Et vous allez voir, depuis un bon bout de temps, il y a une floraison d'entreprises marocaines qui prospèrent en Afrique, dit-on. On ne parle alors d'un génie marocain. Il n'y a aucun génie. C'est la sous-traitance française. Pendant ce temps, la population marocaine est dans la misère. Et que le roi le manifeste. Et le roi est plus riche que tout son pays. Bien sûr. À travers son trust. Bien sûr. Ouais. Allez bien, comment cette affaire? On vous dit marron, mais c'est la sous-traitance française. Tout ça, c'est la continuité du projet du Sahara. Monsieur Ngos, parce que c'est la géopolitique mondiale de l'avenir, c'est le Sahel. Il a dit, c'est le Sahel. Et quand on parle du Sahel, on parle du Golfe de Guinée. Merci. Écoutez bien, quand on parle du Sahel, on parle du Golfe de Guinée. Tout à fait. Parce qu'il faut que les gens comprennent ça. Steve. Deuxième chose que je voudrais dire. On va revenir avec vous, ne vous inquiétez pas. Que je voudrais dire. Il y a encore un petit temps, on va revenir avec vous. Un certain discours géopolitique facile, j'allais même dire intelligent, a souvent tendance à croire que la France se relève de Washington. Il faut faire attention. Oui, il y a des niveaux, il y a des moments où la France sous-traite. Que la France soit sous le parapluie de l'OTAN, c'est clair, tout ça est consort. Mais il faut faire attention. La France a eu quelqu'un qu'on appelle De Gaulle. Pour nous, c'est un assassin. Bien sûr. On va le juger, ça tombe le moment venu. Mais pour la France, c'est un héros. Oh que oui. C'est un héros, hein. Oh, et c'est un génie. Parce que De Gaulle a réussi, dans des circonstances extraordinaires, à conférer un statut géopolitique à la France dans des circonstances extraordinaires qui fondent la spécificité de la France dans le système géopolitique mondial, en se basant sur l'Afrique. Bien sûr. En se basant sur l'Afrique. De Gaulle a réussi à faire ça. Parce que De Gaulle, lorsque l'anticommunisme est le cheval, comment on dit ça, est la matrice fondamentale de la géopolitique occidentale face à l'URSS, De Gaulle réussit à négocier dans cette affaire-là un rôle de celui qui va être le sous-traitant américain, n'est-ce pas, en Afrique, pour combattre le communisme. Mais quel le génie de De Gaulle? Écoutez bien, pendant que De Gaulle tue tous les communistes africains, mais il y a un parti communiste en France qui fait 22%. Bien sûr. Écoutez, ça veut dire sur le plan géopolitique, c'est-à-dire que pendant qu'on tue les communistes africains, il y a un parti communiste en France qui fait 22% avec un certain Georges Marchais, pour plus citer que lui. 22%. Pourquoi la France réussit à faire ça? C'est là que tout se joue. Parce que quand De Gaulle fait ça, en même temps, il attend. Quand les Américains sont épuisés de la guerre du Vietnam, et que les Américains commencent à nier, à dire qu'il faut changer le talon or. Le talon or. Vous n'avez plus indexer l'or, la monnaie. Alors, parce que l'Amérique veut faire porter par le monde entier les conséquences de sa folie au Viet. Qui dit non? C'est De Gaulle. Et pourquoi il dit non? En s'appuyant sur les pays africains, M. Ngos. Et c'est à partir de ce moment-là, quand il dit non, qu'il met en place ces mécanismes-là avec les banquiers internationaux pour justement donner à la France une certaine prérogative géopolitique dans le champ géopolitique mondial. Il réussit à faire ça. Et ça confère à la France une spécificité dans la géopolitique mondiale qu'elle veut à tout prix conserver, malgré que de temps en temps, elle est obligée de faire avec les États-Unis. Parce que ça a été quand même la première puissance mondiale. On comprend pas ça. Et les gens savent que le service d'action civique, tu connais bien de quoi je parle, créé, qui est la milice personnelle de De Gaulle, bien sûr. Avec le fondateur Focard, Jacques Léandry, et un certain, ils sont trois, dis donc tout ce nom-là, il y a Jacques Léandry, Charles Pasqua, les trois. Vous ne voyez pas comment c'est devenu. Ce n'est pas ça qui est la base de la sécurité en Afrique. Tout à fait. Qui fait que
la sécurité des pays africains ne relève pas d'une politique officielle connue par qu'on discute comme ça au Parlement français, validé par les Français, ils ne savent rien. C'est extra, c'est-à-dire qu'on sort ça du jeu politique officiel, ça devient une affaire de réseau. Quand vous comprenez le rôle de Foucault, de Pasqua et de Jean Yandry dans la mise en place de la France-Afrique, mais vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Et le Sahara joue un rôle important parce que quand De Gaulle décide de dire non, il dit non aux États-Unis, mais il faut qu'il y ait une base de s'appuyer. L'uranium du Niger, les richesses du Sahara, justement, qui permettront la création de le commissariat à l'énergie atomique, qui est actionnaire pratiquement majoritaire d'Areva. Et le nom que ça a produit, on dit que c'est Orano, c'est la même chose. On a changé le nom. Moi, je dis Areva. Areva qui continue, il faut appeler Areva qui continue. Toutefois, comme Total, c'est F qui continue. Donc, vous comprenez pourquoi tout ça arrive. Donc, il faut bien marquer ça. Sinon, on ne va pas comprendre. Les Français ont mis un système terrible en Afrique. Ils contrôlent la terre, le sous-sol, les airs et les hommes. Les hommes, par les réseaux de satanisme ésotérique. On tient les gens. Tout à l'heure, quand vous vous demandez, mais pourquoi les présidents africains, pourquoi les chefs d'État africains ne peuvent rien faire? Mais vous parlez de quoi? D'abord, est-ce qu'on fait la politique en Afrique? Il faut qu'on soit sérieux. Posons les vraies questions. Il n'y a pas encore de politique en Afrique. On ne fait pas encore de politique en Afrique. L'Afrique n'a pas encore les hommes politiques. Chaque fois que l'Afrique a voulu produire des vrais hommes politiques, on les a coupé le cou. Et moi, je voudrais que les analystes prennent ça encore sérieusement. Sinon, on se trompe. Ce n'est pas une affaire de président, on n'en a pas. On a compris qu'on a des animateurs politiques. Hein. Mais il faut pas seulement comprendre. Il faut que dans le discours, dans les idées qu'on émet là, qu'on intègre ça. Parce que la France est très à l'aise quand on parle des présidents. Elle est très à l'aise. Pour s'occulter les vraies questions. Bien sûr. Personne ne répond à la question pourquoi tous les patriotes, les nationalistes, ont été tués. Qui les a tués? C'est la France qui les tue. Bien sûr. Mais quand dans un pays on tue les patriotes, vous n'aurez jamais d'homme politique. Vous ne ferez jamais de politique, M. Ngo. Donc le vrai débat, c'est qui les tue et pourquoi il les tue. C'est à lui qu'il faut faire la guerre, c'est lui qui tue les patriotes. L'autre question, c'est pourquoi, malgré les alternances, rien ne change. On vous dit que c'est une affaire de président, mais on change les présidents, ça ne devient même plus pays. Mais nous en avons discuté sur ce plateau. Non, le piège de l'alternance. Tout à fait, mais il faut que le vrai débat politique soit mis sur la table, parce que et vous avez donc des politiques, comme système, des vauriens, qui jouent ce jeu. Je dis bien des vauriens, avec qui on ne peut pas s'asseoir sur un plateau. Moi, il y a des hommes politiques comme moi avec qui je ne peux pas m'asseoir, parce qu'ils font honte à la politique. Ils ne sont même pas. Mais ils ont des gros noms, ils ont des gros diplômes, machin, mais ils ne valent rien du tout. Parce que c'est un écran de fumée comme devant les gens. Même Mani Djori, qui était un pro-français au départ, pourquoi on le tue? Parce qu'à un moment donné, il dit mais. Il décide de tourner. Ça va continuer comme ça. C'est-à-dire que le prix de l'uranium en 1914, en 1911, s'envole sur les cours, sur les marchés. Ouais. Le gars dit que mais comment? Pendant ce temps, le pays est dans une crise humanitaire. Il dit mais augmentez un peu les prix, donnez-nous un peu plus. On dit que. Son malheur, c'est qu'à l'époque, ils veulent lever la tête quand De Gaulle est justement dans son plan d'indépendance de la France, dans le jeu politique international. On lui tranche la tête. Modibo Keïta. Mais qui a tué le Mouniabo au Cameroun, bon sang? Qui a tué Wandje Moumie? Vous croyez que la politique du Cameroun aurait eu le même sort si ces gens-là vivaient? L'Algérie s'en sort parce qu'on n'a pas tué ses héros. Ses héros, tout à fait. Mais on parle de quoi? On n'a pas tué ses héros. Si on avait tué les Ben Bella et consorts, l'Algérie ne sait pas là où elle est aujourd'hui. C'est la France qui a tué Mouniabo. Donc notre ennemi, c'est la France. Faut pas biaiser. N'oubliez pas de rappeler le lien. Roland Pré au CRS. Quand il vient, merci. C'est très important. Quand il vient parce que allons-y, messieurs, rapidement, parce que j'ai des messages à lire. Roland Pré vient. Non, c'est important, je vous en prie, je termine. Roland Pré vient parce que on estime que celui qui était là avant, je oublié le nom, tu crois, c'est Soukado qui l'a était mou. Il vient avec la mission de casser l'UPC. C'est la mission, il dit casser l'UPC. Vous faites le lien avec Oufouette-Boigny. Bien sûr. Quand Roland Pré arrive, les patrons de Roland Pré à l'époque, dans lesquels il y a les François Mitterrand, approchent au fouet et disent lâche ce salopard, lâche-le, lâche-moi l'UPC et tu deviens le patron de l'Afrique. Tu deviens notre représentant en Afrique. Donc tu seras le plus grand des présidents. Tu seras le patron des sous-présidents africains. Tu vas être le patron, donc un grand sous-président. Et il va trahir le RDA. Il va casser le Rassemblement démocratique africain qui infligeait une peur bleue, n'est-ce pas, à la France, parce que continuité du panafricanisme. C'est ça le RDA. Il fait ça. Et on tue Wandje. Vous croyez donc au Cameroun que vous allez avoir quelle classe politique au Cameroun digne de ce nom lorsque leur émergence était liée au dépêchage, à la décapitation du mouvement nationaliste camerounais. Donc la section c'est quoi?
Comment ça sort? Il ne s'agit pas de produire des présidents, ça ne va rien. Il faut relancer les mouvements historiques de libération. Parce qu'un mouvement historique, c'est tout le monde. Ce sont les présidents, ce sont les sociétés civiles, c'est les hommes d'affaires, ce sont les enfants, ce sont les mamans, c'est tout le monde. Or, ce travail-là, la France veille pour que jamais ça ne puisse repartir par la corruption, par la fabrication de faux hommes politiques, d'une fausse classe intellectuelle, d'un faux clergé et de la débauche, la promotion de la débauche dans les territoires, dans ces possessions coloniales. En tout cas, nous avons commencé à faire ce travail depuis 10 ans et on espère tout simplement que l'Afrique est en train de nous suivre. Et ils sont nombreux d'ailleurs, qui changent d'avis et qui continuent dans le combat. Ne rassurez pas, M. Ngo. Je vous rassure, la France va tomber. Ne vous inquiétez surtout pas, tout ira pour le mieux. Monsieur, on va également revenir, avant de commencer à lire les messages de nos téléspectateurs, on va également revenir sur le cas de la RASD, la République arabe sahraoui démocratique, qui était justement un autre, il faut le dire comme ça, un petit caillou dans la chaussure justement de la France, mais surtout du Maroc également, qui jouait les troubles faits du côté du Sahara. Qui continue. Allons-y, messieurs. Et qui reste un caillou pour une seule raison, juste une fois, monsieur. Allons-y, messieurs. Parce que les Sahraouis, c'est des Noirs. Tout à fait. Il ne faut jamais oublier ça. Merci. Il faut le lien avec la Mauritanie. Allons-y avec vous, Charlie Kayeti, cette question, le docteur Banda, docteur Yann Tiba. Avant d'arriver, vraiment, je voulais faire une petite parenthèse. Vous savez, l'analyse qui a été faite tout à l'heure sur le plateau, on a parlé, et j'ai apprécié l'analyse faite par le grand frère, où on questionnait justement les hommes politiques africains. Vous savez, j'aime souvent le dire, le Cameroun a eu le mérite d'avoir à sa tête un monsieur comme le président Paul Biya. Et là, c'est le stratège qui parle, loin des ambitions ou de tout ce que vous avez de politique. Il y a tout un schéma qui avait été mis sur pied pour que le Cameroun, à l'heure où je vous parle, soit bras dessous. J'accorderai 4 minutes à chacun. À feu et à sang. 4 minutes maximum à chacun. Je tiens à vous rappeler que lorsque le feu Kadhafi, avant de décéder, avant d'être assassiné, avait décidé de faire de Yaoundé. Il n'est pas décidé. Avant d'être assassiné, avait décidé de faire de Yaoundé la capitale du Fonds monétaire africain. Ce n'était pas fortuit. C'est-à-dire que même dans les mémoires de l'ancien président sénégalais Abdou Diouf, il révèle clairement que pour Kadhafi, l'un des plus grands panafricanistes de son temps était le président Paul Biya. Il faut que les gens le sachent. C'est connu. Et le président Paul Biya a initié un mouvement panafricaniste au début de son magistère, avec certains de ses pairs, mais il a été trahi. Et le président Abdou Diouf le dit dans ses mémoires. Trahi par Omar Bongo et bien d'autres. Voilà, et lorsqu'il se rend compte que mais je suis avec des gens qui ne comprennent pas ma vision, il décide de se retirer. Voilà pourquoi vous allez voir là, la plupart des grands sommets. La plupart des grands sommets préfèrent envoyer des représentants parce qu'ils comprennent que ces gars n'ont pas compris les enjeux géopolitiques du monde. Et c'est là où je dis ceci. Lorsqu'il a compris, je tiens à vous rappeler qu'il y a une mission, je disais la dernière fois sur ce plateau, de la Banque mondiale initiée en Afrique, où le Cameroun faisait partie, où ils se sont rendus compte des immenses richesses que nous avons, particulièrement au Cameroun, nonobstant la région du Golfe du Guinée, où le Cameroun est au cœur stratégique, avec la deuxième réserve pétrolifère au monde. Le plus riche du monde. Merci. C'est ça le vérité. Exactement. Le plus riche du monde. Et ça, le monde. quand le président Paul Biya le sait, qu'est-ce qui se passe? Il multiplie les voyages à Genève. Et curieusement, vous avez un quotidien qui s'appelle Jeune Afrique économique, qui montre aux yeux du monde comment le président Paul Biya passe son temps à Genève. Mais ils le font expressément. Et il refuse de dire aux Camerounais que lorsque vous voulez prendre des actions fortes sur l'histoire de votre pays, sur la situation géopolitique que votre pays aura à devenir, sera à traverser, vous devez vous rendre à Genève, parce que Genève c'est le carrefour du renseignement à l'échelle internationale. Et quand vous êtes à Genève, si vous voulez avoir la bonne information, vous allez à l'hôtel intercontinental. Et c'est là où le président Le nom n'est pas par hasard. Vous comprenez un peu? Et à chaque fois que le président y allait, vous allez vous rendre compte qu'on vous disait que beaucoup de grands patrons du renseignement du monde venaient prendre des réservations parce qu'ils venaient le voir. Et il est au courant de cette information en 2014. Quand il rentre au Cameroun, vous savez ce qu'il initie? Il initie une restructuration de l'armée camerounaise. Parce que pour préserver ses richesses et les laisser aux mains des Camerounais, il faut être capable de défendre l'intégrité du territoire camerounais. Voilà pourquoi il lance la restructuration de l'armée camerounaise avec le concept armée-nation qui fait dans ce qu'on appelle l'interarmisation des armées, qui était axé sur 3 concepts. Rajeunissement des troupes, professionnalisation des hommes, équipement des troupes.
Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que quand vous questionnez par exemple les grands organismes internationaux comme le Global Firepower, qui est une institution américaine qui fait dans les questions de sécurité et défense, il vous dit carrément que le Cameroun c'est la 15e ou la 16e puissance mondiale militaire derrière les pays comme le Tchad, comme le Mali, comme le Burkina Faso. Et curieusement, on vous fait comprendre qu'un pays comme la RDC est la 8e puissance militaire africaine. C'est-à-dire que parmi le top 10. Mais voilà un pays qui est la 8e puissance militaire, qui est incapable de sécuriser l'intégrité de son territoire. Mais le Cameroun, qui est 15e, est capable non seulement de sécuriser son territoire, de sécuriser la sous-région, parce que c'est le Cameroun qui sécurise la sous-région Afrique centrale, c'est jusqu'au Nigeria. Jusqu'au Nigeria, et ça il faut le dire. Mais également d'envoyer des hommes dans le cadre des forces de maintien de la paix un peu partout dans le monde. Pourquoi? Parce que le Cameroun a eu à sa tête un géostratège qui a compris que lorsqu'on est en face d'un ennemi aussi fort, on ne dévoile pas ses forces. On leur a fait comprendre qu'on était faible tout en connaissant nos forces. Mais donc pour finir avec le problème, et c'est ça que je voulais dire, qu'on parle des sujets un peu sensibles qui engagent l'avenir des pays, où parfois les médias, et c'est là où parfois ça dérange, les médias viennent nous parler du jeu sur le terrain. C'est-à-dire qu'on va vous dire que tel président est mort, la famine est dans tel pays, mais on laisse les enjeux. Or, ce sont les enjeux qui conditionnent tout ce qu'on pourra dire derrière. Pour revenir au problème sahraoui, il faut comprendre que le Sahraoui aujourd'hui est ce qu'on appelle un moyen de pression de la communauté internationale dans la préservation et la défense de ses intérêts géostratégiques tant au Sahel que dans la zone Afrique. Parce que vous allez vous prendre qu'il y a un pays par exemple comme l'Afrique du Sud qui a reconnu le Sahel comme étant un État indépendant. Au même instant, le Maroc a envoyé toute une mission là-bas pour voir dans quelle mesure il fallait négocier avec eux pour empêcher ça. L'Union africaine a reconnu. Au même instant, vous allez vous rendre compte que le Maroc qui hier ne se reconnaissait pas en qualité d'Africain veut rejoindre la CEDEAO parce qu'ils comprennent que c'est là où le défi doit se faire, c'est là où l'enjeu doit se jouer, c'est là où le débat doit se poser. Et la communauté internationale de son côté, les Américains vont vous dire par exemple que non, il faut laisser ces gens-là, il y a le droit à l'autodétermination, un tas de conneries qu'on a l'habitude de nous vendre, mais en réalité qui ne sont que pour eux une façon ou alors un prétexte de pouvoir positionner X ou Y en fonction des intérêts ou alors des enjeux qu'ils ont dans la sous-région. Le Maroc est confronté à ce qu'elle-même a créé, parce qu'il faut dire également que ça c'est un problème dont le Maroc est responsable. C'est-à-dire que si vous analysez l'histoire de ce pays-là, vous comprenez que en réalité c'est des personnes, comme l'a si bien dit le docteur, qui, de par leur couleur de peau, les habitants du Maghreb ont vu des sous-hommes, des personnes qu'il fallait éliminer, qu'il fallait rebrousser, et ils ont décidé de s'organiser en communauté. Ils sont allés se mettre, comme on peut dire, là, dans l'arrière-pays au désert. Non, ce sont les populations autochtones de la région, ce sont des Noirs. Ils ont été repoussés. Mais bien sûr, ils ont été repoussés. C'est de ça. Et les Sahraouis représentent ça dans leur imaginaire. Ils ne veulent pas entendre parler. Exactement. N'oubliez pas la traite arabo-musulmane. Exactement. Messieurs, docteur Yam, allons-y avec vous rapidement. On va également dire que la République arabe sahraoui démocratique, c'est un pays, jusqu'à preuve de contraire, c'est un État. On se rappelle de ce que Hassan II était sorti justement de l'OUA et déclarant haut et fort qu'il ne fera plus partie parce que l'Organisation de l'Unité africaine de l'époque avait, il faut le dire comme ça, accepté haut et fort que c'était une république. Je pense qu'il y a... là, nous sommes en train de parler, mais j'ai beaucoup de peine quand je parle de la République arabe sahraoui démocratique. Parce que nous sommes sur le continent réputé noir. Oui. Et nous avons un peuple noir qui a décidé, qui a accepté. Parce qu'au fond, le Maroc, les populations autochtones du Maroc, ce sont ces Arabes, ces Sahraouis. C'est clair. C'est leur pays, c'est leur territoire historique. De tout le Maghreb d'ailleurs. Dans un ouvrage à paraître chez l'éditeur Ifikria dans quelques mois, la question de la terre historique, vous la trouverez. Et vous comprendrez pour quelle raison il est inadmissible que l'Union africaine ait laissé le Maroc faire partie de ses pays et devenir un de ses membres. Parce que vous ne pouvez pas tolérer... Vous appelez ça quoi, l'Union africaine? Vous êtes sérieux là? Oh, nous sommes tolérés. En réalité, on met les gens devant leurs responsabilités. Mais on les met devant leurs responsabilités. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre de laisser le Maroc devenir membre de l'Union africaine, mais encore pire, de venir s'asseoir au milieu de la CEDEAO, alors qu'elle terrorise les Africains qui sont dans leur territoire. Les Marocains sont originels, c'est des Arabes. Mais qui rentrent donc en Arabie Saoudite? C'est ça la vérité. C'est aussi simple que ça. Qui rentrent donc en Arabie Saoudite? Alors, ils sont au Maroc et ils terrorisent des Africains, les gens à qui appartient le territoire, les gens qui les ont accueillis, au point
de s'assurer que la région la plus riche du Maroc, là où ils exploitent le phosphate, qui leur rapporte le plus de ressources, et qui fait partie du bijou, c'est le bijou du trust royal, eh bien, ces gens-là n'ont même pas droit aux emplois dans cette entreprise la plupart du temps. Donc, les Africains doivent devenir sérieux. Nous avons un besoin de sérieux. Et comme le disait un de nos illustres aînés, nous avons besoin de gravité. Nous sommes les seuls types à rigoler lorsque les nôtres sont écrasés, sont dominés, sont tués par des gens. Nous sommes les seuls à penser que la seule grille d'analyse que nous devons avoir pour la construction de notre avenir, c'est de penser à être président de la République ou à être ministre. Mais qui vous a dit qu'un président de la République a changé un pays un jour dans l'histoire de l'humanité? Monsieur, ce sont les forces. Les forces puissantes, populaires, qui changent un pays. La Chine n'est pas devenue la Chine parce que Mao Zedong était extraordinaire. La Chine est devenue ce qu'elle est devenue parce que les masses populaires ont décidé de ne plus subir la domination des autres. Et aujourd'hui, parce que, évidemment, il rappelle la longue marche. Mais pourquoi mais la longue marche, Mao ne pouvait pas la faire toute seule. Impossible. Donc je vois des gens, par exemple, ils se lèvent chez nous, ils disent je marche. Non, Mao n'a pas marché seul. Il a marché avec tout le peuple. C'est un Jésus. Hein? Je ne sais pas, je ne vais pas parler des gens ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'OCRS, et là je fais le lien à la République arabe sahraoui démocratique, c'est que les projets comme l'OCRS visaient justement à contrôler les ressources en phosphate de cette région-là. C'est tout. Justement. Et on savait, dès les années 50, qu'il n'y avait pas que du phosphate dans cette région, il y avait du fer. Et donc, pourquoi les Sahraouis sont écrasés et dominés, et je vous remercie d'avoir fait appel, convoqué cette question-là, sont écrasés et dominés parce qu'ils restent les derniers Africains qui n'accepteront jamais, s'ils sont indépendants, que quelqu'un d'autre exploite leur richesse naturelle. Et on sait que ce sont d'irréductibles numides. C'est comme ça qu'on les appelait avant. Oui. Et on sait que ces gens-là, on sait ce que ces gens ont fait à Rome. Il n'y a que les Africains qui oublient. Hein. Les autres n'oublient pas. Hannibal, le fameux Hannibal qui a fait trembler le trône romain, l'empire romain. Et c'est l'un des... Il est lié à ces gens-là. Ah ouais. Donc, c'est eux, ils n'oublient pas. Et ils disent, ces gars-là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Ils n'ont jamais oublié, vous ne savez pas avec quelle férocité ils se sont attaqués aux Camerounais. Pourquoi ils se sont attaqués avec une telle férocité aux Camerounais? Mais ils se sont attaqués avec une telle férocité aux Camerounais parce qu'ils n'ont jamais oublié à quel point les gens partis d'ici, partaient de Ngorli-Touba là, les ont boutés dehors en Égypte, dans l'Égypte antique. C'est vous qui oubliez l'histoire, mais les autres tiennent l'histoire comme étant leur boussole. Et donc nous devons savoir en Afrique que lorsque nous allons nous asseoir sur nos bases historiques et que nous allons bien comprendre les schémas que les autres prennent. Des gens vous parlent du projet Méditerranée-Niger. L'OCRS apparaît. Ensuite, après, curieusement, vous avez des choses comme le projet euro-méditerranéen de Sarkozy. Vous avez le G5 Sahel. Vous pensez que ça vient d'où? Mais vous voyez la cohérence sur un siècle. C'est-à-dire que c'est sur un siècle que les gens sont là à vouloir construire quelque chose. Et nous sommes les seuls à penser que apprendre l'histoire de notre continent n'est pas important. C'est clair. Mais il faut que nous fassions très attention. Et nous sommes là dans une guerre dont nous ne mesurons pas encore la portée. Il ne s'agit pas seulement de l'exploitation des ressources économiques. L'OCRS, la première problématique de l'OCRS, c'est comment créer un département français qui regroupe tout le Sahara. Mais pourquoi il faut avoir un département français au milieu du Sahara? Mais il faut avoir un département français au milieu du Sahara pour justement des raisons géopolitiques et pour des raisons de présence, c'est purement politique. Chaque fois que vous voyez des gens imaginer de tels traités, il n'y a rien d'économique dedans. Pourquoi on appellerait ça l'un des accords secrets? D'ailleurs, là, vous avez lu un certain nombre d'accords. Trois seulement. Signer. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des articles qui manquent? Il y en a, bon, j'en ai beaucoup, hein, ne vous inquiétez pas. Non, je dis... Il y a des articles qui manquent, oui, il y a pas mal d'articles qui manquent. Il y a beaucoup d'articles Quand on arrive à l'article 8, il y a d'autres articles qui manquent. Il y a beaucoup d'articles qui manquent. Mais pourquoi les articles manquent dans les documents disponibles? Mais parce que justement c'était des accords secrets et que ces accords secrets, sans rentrer d'abord dans la formulation qui est bizarre, qui est empoulée, mais ces articles manquent parce que justement ce sont ces articles qui choqueraient la conscience universelle et humaine. Mais nous viendrons là-dessus hein, pour justement les lire tous, hein, tous ces accords. Nous allons revenir là-dessus pour lire tous ces accords. Et je vais terminer avec Albert. Allons-y. C'est ça qui explique par exemple pourquoi
Chirac peut tirer sur les Ivoiriens dans leur pays. Vous avez oublié ça? Oui, à cause de ce déjà d'accord. Mais si j'arrive à on ne va jamais écrire ça. Vous ne verrez jamais. On va jamais écrire ça. Et de façon légitime, parce qu'après la Côte d'Ivoire n'a même pas la capacité d'attaquer la France sur la question. Elle va jusqu'à... Elle tue ses soldats, fait porter le chapeau à la Côte d'Ivoire. Et elle tire sur les Ivoiriens dans leur pays. Parce que c'est signé depuis la nuit des temps. Je vais plus loin. Quand on va se réunir à l'ONU, il y aura il y a au moins 3 paliers de réunions. Il y a les réunions officielles, on fait parler tout le monde. Après, il y a les réunions du Conseil de sécurité. Après, il y a une autre réunion maintenant qui regroupe les Rothschild, les banquiers et les trois cités, le Vatican, la Cité de Londres et Washington. Quand cela se retrouve, là-bas, quand la France présidente s'est dit, voici les accords, j'ai le droit de les tuer. Ils appellent ça la rencontre. Mais président, je tiens à vous rappeler que la Côte d'Ivoire, c'est le seul pays. C'est le seul pays où vous avez une base militaire qui fonctionne comme une ambassade. Il y a toute une base militaire française là-bas qui fonctionne comme une ambassade. Mais permettez-moi de terminer avec Albert Anatola ici. On ne va pas également oublier avant de sortir justement de ce sujet de l'OCRS qui a eu quand même 3 piliers sur le continent africain qui leur donnaient justement quitus. Il y avait eu Hassan II, Félix Houphouët-Boigny et sans oublier Omar Bongo en Afrique centrale. Bien. Mais écoutez, c'était des Français. Déjà. C'était des Français, tout simplement. Là, il faut redevenir sérieux. Il faut quand même dire que... Vous êtes déjà sérieux. Très sérieux d'ailleurs. Allons-y, messieurs, pour terminer. Vous savez, les accords de l'OCRS posent de manière fondamentale la question de la souveraineté des pays africains. C'est tout. De manière fondamentale. Lorsque vous voyez Modibo qui est sorti de cet appel justement, il avait des suspicions, il avait des doutes. D'abord, de l'aliénation politique, parce que c'est une situation qui intervient au moment où certains pays accèdent nouvellement aux indépendances. Même si c'était les indépendances factices, pour reprendre souvent le terme, n'est-ce pas, qui est cher à mon ami et frère Paul Lela. Donc, ça peut donc fondamentalement et de manière objective la problématique de l'indépendance et de la souveraineté de nos États. Vous savez, il y a Lyoté qui avait l'habitude de dire, c'est la raison, chacun va apprécier, qui déclarait que le noir ne voit et ne croit en rien. Je crois que ça rejoint ce que disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne notre histoire. Nous devons apprendre notre histoire et apprendre à lire. Parce que nous passons plus de temps sur les réseaux sociaux, quelquefois même pas pour nous cultiver, nous informer. À jouer au singe. On passe le temps à jouer au singe. Voilà. Quand on va dans un cybercafé, on passe tout le temps à faire toutes les choses qu'à s'informer ou à cultiver son jardin. Donc je pense que la thématique qu'on a posée ce matin sur la table, qui est vaste, parce qu'il faut quand même... On va revenir là-dessus, ne vous inquiétez pas, Albert Anatola ici. Je pense que la semaine prochaine, avec toutes les personnes qui sont sur ce plateau, nous reviendrons justement sur ce sujet pour l'approfondir et pour lire justement les accords qui ont été signés par Houphouët-Boigny. Ça pose de manière fondamentale... Même ceux du Cameroun, avec notre premier président, c'est important de les Ça pose de manière fondamentale, je veux dire, la construction structurée, n'est-ce pas, de la France-Afrique en Afrique. Et tant que c'est structuré et planifié, je peux vous dire que la France va se prévaloir de tous les droits. C'est-à-dire le droit de tuer, de violer, de piller, de voler, de vous affamer et de revenir par la suite vous dire qu'elle vient en mission civilisatrice ou alors en mission humanitaire. Donc, à mon sens, comme je l'indiquais tout à l'heure, il nous faut des nationalistes. Pour déconstruire tout cela, et puis on met tout cela à plat et on revoit si on peut, de manière objective, j'allais dire politique, parler maintenant d'égal à égal avec, n'est-ce pas, le bourreau. Parce qu'il faut le dire, il y en a qui sont très très amoureux du bourreau, c'est-à-dire qui sont atteints du syndrome du Stockholm. Donc il faut éviter ça. Parce que nous avons malheureusement plein dans l'espace politique africain et particulièrement dans le contexte camerounais, nous en avons plein. Ils sont partout. Société civile, hommes politiques, universitaires, hommes d'affaires, tout ce que vous voulez. Donc je pense qu'il va d'abord falloir prendre du temps, d'abord éduquer cela, pour aller à l'abordage. Parce que si on va en rendre spécial, ça va être très compliqué. Messieurs, je veux vous dire merci d'avoir été là ce matin pour cette autre édition de DBS Matin. Mais le sujet est tellement vaste, nous allons y revenir, parce que j'ai encore pas mal d'accords à lire, même ceux du Cameroun, la Côte d'Ivoire et sans oublier de l'OCRS. Charlie Kenyé, merci d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous remercie. Vous retrouvez sûrement dimanche. Donc, il y a un petit mot, merci également d'avoir été là ce matin. Merci de m'avoir invité. Albert Anatola ici, merci. Ce fut un plaisir. Président Bandakani, merci également à vous d'avoir été là ce matin. Nous sommes en guerre. Et nous serons toujours en guerre. Mais
les gens font comme si on n'était pas en guerre. Quand on est en guerre, même quand on fait l'amour à sa femme, on est en guerre. Quand on fait des enfants, on est en guerre. C'est pas comme on est en guerre. Quand on va à l'école, quand on mange, quand on crée une entreprise, M. Ngos, même quand on drague une fille, tout ce que vous faites, vous inscrivez ça dans la guerre. Il n'y a que chez nous, on est en guerre, mais on fait comme si on n'était pas en guerre. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Merci également à la direction générale d'avoir été des nôtres ce matin. Mesdames, messieurs, vous étiez très nombreux à nous écrire ce matin. Je vais d'ailleurs lire quelques noms. Esther Yolande Koum nous a écrit Chris de la Cité des Palmiers, Alfred de PK12, les numéros également anonymes, Célestin depuis Lomé, Rigobert Gaudin depuis la France, ceux qui nous écrivaient de Lomé, du Mali, et sans oublier Judicaël de Bruxelles, Bekada, Monsieur Toaï Foulan à Yaoundé, Amadou Kidé à Mauritanie, précisément à Nouakchott, Bilim Jonas du côté de Bruxelles, Martin Kwesi, Stéphane Sullivan Onana à Bruxelles également, David Bandapa en France, Norbert Delomé, Marie-Françoise Moto depuis la Suisse, Job depuis le Togo. Vous êtes tellement nombreux à nous avoir écrit. Nous n'avons pas pu vous lire vos messages ce matin parce que le sujet était assez dense. Il fallait justement qu'on explique certaines choses. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis encore ce vendredi matin. Au plaisir de retrouver le dimanche dans le cadre de Feu Vert. N'oubliez surtout pas, comme disait le président Badakani, la guerre n'a qu'un seul vrai héros, la mort. Et la mort se moque bien de la victoire. Bon week-end à toutes et à tous et à dimanche, s'il plaît à Dieu. Au revoir.